Mélanie, Karine, etc. Vous êtes déjà fort nombreux. On va attendre quelques minutes. Vous entendez bien surtout. Et voilà la question. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ah, ça y est, le truc a arrêté de tourner. C'est cool. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Nous tous. voyez-vous bien? De où êtes-vous? Et est-ce que vous nous entendez? Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Hello. Oui, oui, oui. Étienne, oui. De où êtes-vous? Moi, je suis de l'Aisne. Allez, je vous le dis, je suis au milieu de la forêt pour de vrai. Région parisienne. Parisienne. Ouais. Bonsoir, de la Bretagne, ouais. Les meilleurs, bien entendu. Ah, on a des Bretons ce soir, allez. Le l'Aube, pas mal. La Creuse. Oui, Oui, bien il y sûr. aura un replay qui ira, absolument. La Moselle, Aix, la Belgique, Hainaut, ça va, on n'est pas très loin. Ah, Aix-en-Provence. Pas très très loin. Tellement longtemps Aix-en-Provence. À Prisiac. Ah, si Prisiac n'était pas en Bretagne, c'était plutôt dans le sud-ouest avec des mots comme ça, hein, c'est clair. De Slovaquie. Wow. De où en Slovaquie? C'est cool ça. Eh ben, ça va être une soirée Bretagne. De ce soir. Ljubljana. Ça doit être de Ljubljana normalement en Slovaquie. Si je dis pas de bêtises, si je connais bien mes capitales. La Haute-Garonne, le Loiret. Ouais, c'est une soirée bretonne. Cool. Allez, j'en suis. Ouais, c'est clair. Oh, les autres, on vous prend quand même. On les garde? Oui. De Casa. là. Oh, Bah, Casa, trop bien. il fait beau au Casa. Il fait beau et chaud. Fais-nous rêver un peu. Il fait toujours chaud dans la Maison Blanche là-bas, évidemment. Alors. Ah oui, j'ai dit Ljubljana, mais non, c'est la Slovénie, Ljubljana. Ah, bien sûr. Oh là là. Mais oui, je me trompe. Ah, c'est pas loin. Aïe, Oui, aïe. les Bratislava, évidemment. Ah, je les confonds toujours. Alors, ce soir, cool. nous allons parler budget. Ouais. Ça, c'est cool. Oui, il fait beau et chaud. Budget. Parce que c'est une question qui revient absolument tout le temps et qu'on creuse bien dans la formation Fauna qui est dédiée à la plantation des microforêts, mais on tenait à faire un webinaire vraiment spécifique pour ça, pour lever un peu le voile sur cette partie-là, qui est le nerf de la guerre des microforêts. Mais avant, ce qu'on aimerait savoir, c'est ceux qui nous connaissent, qui nous ont déjà vu un webinaire, ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui ont déjà un projet microforêt, ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. On va en parler quand même, on va refaire le tour un peu de ce qu'est la microforêt, en insistant un tout petit peu sur le point budget. On va quand même refaire le tour. On a plein de questions là du coup Cédric. Donc attends, je vais réorganiser tes questions parce que c'est vraiment très important. Ah oui, c'est vrai. Donc déjà, est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous êtes déjà venu en conférence comme ça? Est-ce que nos têtes vous disent quelque chose? Ou est-ce qu'on prendra un petit moment pour vous expliquer un peu qui on est, quels sont les projets de cette année, tout ça? Donc dites-nous déjà en premier si vous nous connaissez ou si c'est la première fois avec nous. Sachez que ce genre de conférence, on en fait toutes les 2 semaines. Donc on peut avoir plein de thématiques différentes. C'est toujours sur les microforêts, bien évidemment, parce que c'est notre nerf de la guerre à nous. Mais voilà, sachez qu'on est en live avec vous pour répondre plus précisément à vos questions. Donc Pina nous découvre, Sylvie aussi, première fois. Eh ben super, bienvenue. Trop content. La Sardenas Belgias. les Ardennes belges. Parce que je hablo muy bien espagnol. Soisic déjà participé. Mais pas si simple à mettre en place, Coraline. C'est bien, on pourra répondre à quelques questions si t'en as. Déjà participé à une conférence, première fois, ouais, des baptêmes. J'ai un terrain vierge de culture, cool là. Mais cela fait un moment, donc j'ai beaucoup oublié. Normal. La première fois, seconde web conférence, projet de microforêt. Cool, Lionel. Deuxième conférence. Bah voilà, on a des baptêmes, on a du à thème. Ouais. C'est moche. Et deuxième question, avec quoi vous souhaitez repartir de cette conférence ce soir? Ouais. Parce que vous allez voir, on aura vraiment des moments où on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a préparé sur ce sujet en particulier du coût, en fait, de l'investissement que représente, puisque c'est un investissement, la microforêt.
Mais voilà, avec quoi vous voudriez repartir? Parce que vous allez voir, on va vous donner vraiment du contenu un petit peu théorique et des explications par rapport à ça. Mais on aura de vrais grands moments d'échange. Et là, moi, je vous invite à participer au maximum pour que, bah, en plus, vous donner c'est vraiment l'occasion, ces conférences bimensuelles, de répondre à vos questions précises. Et voilà, je vous invite vraiment, vraiment à poser le maximum de questions. Comme ça, on peut vraiment faire du sur-mesure pour vous. Mais, Donc, voilà. Ouais, il y a quand même pas mal de premières fois. C'est cool. mais oui, mais oui. On a un petit jeu tout de même, puisque vous êtes là et que nous sommes là et on a tous pris du temps pour être ensemble. On a un petit jeu qu'on aime bien faire avec vous. Soyez participatifs, bien entendu, tous. Quand on pose une question, bah, soit vous avez la réponse, ou soit vous avez des questions vous-même. Et n'hésitez vraiment pas à aller dans le chat et poser tout ce que vous avez à poser ou répondre à tout ce que vous avez à poser. Mais notre petit jeu, c'est à chaque question, c'est oui ou non, ou forêt, ou arbre, faites ce que vous voulez, mais dites-nous quelque chose, qu'on voit que vous soyez là, que vous soyez présent, qu'il n'y ait pas de problème technique notamment, et que bah voilà, que chacun participe, ça c'est vraiment important. Donc là, je vous laisse répondre dans le chat avec quoi Ouais. vous voulez repartir ce soir. Et avec quoi vous seriez très heureux de Ouais. repartir pour qu'on puisse orienter évidemment les débats au maximum avec la réalité de ce que vous entreprenez en ce moment. Alors, si vous nous demandez la recette du couscous, désolé, J'en ai. ce sera pas dans nos cordes, C'est pas dans le thème, mais j'en ai, mais c'est pas dans le thème. c'est pas dans le thème. On vous la donnera pas ce soir. Petite précision technique en attendant vos réponses. Il y a un décalage entre vous et nous. Au moment où vous pose la question, il y a une petite quarantaine de secondes entre le moment où on la pose et le moment où vous la recevez. Donc le moment où vous répondez, il y a à nouveau une petite quarantaine de secondes. On a une petite minute comme ça, un peu plus de décalage. Donc, comment préparer le terrain? Alors, c'est pas le sujet du soir précisément, puisqu'on a fait un sujet spécial budget ce soir, mais on va en parler, on va survoler tout de même la préparation du terrain, parce que je reprends toutes les étapes malgré tout de la méthode de microforêt façon Miyawaki. Donc, on va en Et parler un petit peu. sachez que c'est donc là pour répondre aussi, enfin pour vous donner un petit peu une idée, nous avons fait quand même pas mal de conférences thématiques Ouais. et on a fait celle dédiée à la préparation du terrain, Ouais. notamment Étienne. Donc, tu nous envoies un petit mail à l'adresse info, contact, je sais jamais. Contact@fermaforest.fr. Je vais te remettre ça dans le chat et on te donnera accès à la conférence thématique. Pareil, si on voit que vos questions sont trop précises sur un sujet très précis en particulier, on vous renverra vers les sujets, vers les conférences qu'on a déjà menées sur ces sujets-là en particulier. Et voilà, comme ça, on va pouvoir rester voilà, sur ce que dit Swazik, une idée concrète du budget et des pistes pour acheter des plants et des arbres. Je pense qu'on sera typiquement là-dedans. Un ordre d'idée pour le budget, élément de budget, bah parfait. Voilà, ça, on va Plus de vraiment. clarté, le bout par lequel je peux commencer, bien entendu. Bah, ça tombe bien, on va reprendre un peu l'ordre. Un ordre d'idée de budget, bah, ça va même être un ordre d'idée très très précis ce soir. Info pour l'achat, voire regroupement d'achat, bah justement, on va en parler un petit peu. Comment entretenir les arbres déjà en place? Ça, on va survoler le sujet. C'est vraiment pas ce soir le point là-dessus, mais par contre, on va en parler un tout petit peu. Des techniques de la stratégie des adresses pour acheter les plantes. Bah voilà, on va en parler un petit peu parce que ça fait partie du budget. Comment étaler les achats au mieux, un peu en retard. Bonsoir tout le monde, salut Philippe. J'ai tout à apprendre Sylvie, bah c'est parfait, t'es au bon endroit. Y a-t-il un replay? Oui. Comment préparer le terrain? Quel amendement et où trouver les plans? Alors là, c'est spécifique préparation du terrain, c'est ce que disait Leslie. On pourra te renvoyer, Thérèse. N'hésite pas à nous envoyer un mail à contact@permaforest.fr pour qu'on te renvoie le bon webinaire, justement, où on a précisément parlé de la préparation du terrain. On a du monde de La Rochelle, ça c'est cool, la plus belle ville de France. Pourtant, je suis breton. Hein. Une idée de temps hebdo à consacrer pour la création d'une mini-forêt, ça on va pas en parler spécifiquement, on va survoler un petit peu le sujet quand même. Une idée de temps, je viens de le dire, choix d'arbres, etc., choix des espèces, en plus du budget. Bah, on va survoler un petit peu sur le choix des espèces ce soir, mais puisqu'on se focalise sur un point précis, ça va nous demander un petit peu de temps. Projet pour Charente-Maritime, actuellement Besançon, que planter? On va en parler très rapidement, Jacques, mais tu verras que tu auras quand même beaucoup de réponses déjà ce soir.
Bon, bah, si ça vous va, on va pouvoir attaquer. Alors, on va tester le oui, non ou arbre. Alors, est-ce qu'on attaque? Oui, non, arbre. Allez, tout le monde, vous nous polluez le chat. Et comme ça, savoir si je commence ou si je peux rentrer à ma maison. Ah bah non, j'y suis. Bah, c'est parfait, bah, je reste avec vous. Cool. Donc si on fait du couscous? Bah, si on fait un couscous, moi j'ai déjà mangé, perso, ce sera pour demain. Mais c'est meilleur réchauffé, il paraît. C'est vrai, paraît-il. Le possible déplacement d'arbres déjà existants. Ok. Oui, 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 vous êtes trois. Oui, oui, C'est parti, oui, 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 oui. on peut y aller. Alors moi, je vais couper ma caméra pour garder de la bande passante. Si t'as quelque chose à partager, cher ami. J'ai quelque chose à partager, bien sûr, j'ai toujours quelque chose à partager. Arbre. Ah, Ah, une ah, petite aiguille à arbre. En voilà, on l'a couleur. trouvé notre arbre. Un seul arbre, ça va être juste hein, pour faire une forêt. Il nous en faut déjà 3 au mètre carré. Allez, c'est parti. Voyez-vous bien l'écran? J'en suis sûr que oui, ça marche Oui, toujours moi, bien. On se voit bien sur le micro-forêt. Donc ce live de ce soir est précisément centré sur le budget, quand bien même nous allons revoir les principes de base d'une forêt Miyawaki, nous allons revoir les étapes, les 4 étapes pour créer une micro-forêt, nous allons revoir les erreurs à éviter et on va vraiment se focaliser sur le budget ce soir ensemble. Donc ça c'est très cool. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, posez-les dans le chat et on fera des points questions réguliers, réponses aux questions réguliers. Comme ça nous fera à la fois une petite pause pour que vous ingurgitiez bien tout ce que je vais vous raconter, et puis ça fera justement du temps, voilà, du temps pour répondre, plutôt que de tout répondre en bloc à la fin. Et bien entendu, à la fin de ce webinaire, on parlera, on répondra aux dernières questions. Dès l'instant qu'on ne pourra pas rentrer dans la technique précise non plus de chaque question, mais on essaiera de vraiment bien entendu de répondre à tout le maximum possible ce soir. Alors, aujourd'hui, on va vous partager donc vraiment la méthode exacte, même si effectivement on va pas rentrer dans chaque point parce que ça fait l'objet d'une formation qui elle prend plusieurs heures justement pour que ce soit parfait. Donc on n'a pas plusieurs heures non plus devant nous ce soir. Sachez que en tout cas vous saurez comment, bien entendu, vraiment vous aurez compris les principes de la microforêt, pourquoi on peut reprendre, restaurer des sols dégradés grâce à cette technique, pourquoi ça va extrêmement vite, extrêmement dense et extrêmement fort, et pourquoi ça fonctionne. Vous aurez vraiment toutes ces clés-là ce soir. On va voir, donc on va dépasser un peu les idées reçues. Je vais vous expliquer les origines de la méthode Miyawaki. Donc c'est de Akira Miyawaki, notre professeur qui a mis ça au point dans les années 50, 60, 70, voilà, qui est mort récemment. Les 5 erreurs à éviter absolument, ça c'est vraiment important. Les 4 étapes, et enfin on va se focaliser sur le budget. Et tout ça entrecoupé de quelques questions-réponses. Donc ceux qui restent avec nous, on vous fait déjà un cadeau de printemps bien avant l'heure, un petit peu avant l'heure, c'est dans un mois le printemps. Vous obtiendrez à la fin un petit guide d'identification des essences, pardon. Ça c'est très très pratique quand vous allez en forêt pour reconnaître les arbres, parce que c'est vraiment quelque chose de pas évident. On a beau s'y connaître parfaitement, on ne les reconnaît pas toujours tous au premier regard, et ce petit guide va vous permettre de commencer à les regarder. Et je vous donnerai un conseil également tout à l'heure sur une application qui est très simple et que tout le monde a dans la poche, qui nous permet d'identifier à 85-90% à coup sûr un arbre. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais ça marche tout le temps. Faut-il avoir du réseau en forêt, cependant? Donc, pour que ce moment ensemble soit parfait, je vous propose de couper les distractions. Donc, mettez-vous en silencieux dans vos téléphones, mettez-vous dans un coin calme. Essayez de vous mettre plutôt sur PC que sur téléphone. Si jamais vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas à vous reconnecter avec le même lien, mais depuis un PC. Ce sera plus à l'aise pour vous pour voir tout ce que j'ai à vous montrer. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à vraiment vous mettre dans une bulle. On va être ensemble, tranquille. Normalement, mon micro marche bien. Vous devriez bien entendre tout ça. Et voilà, je vous propose également de rester si ces petites phrases vous parlent. Si vous suffoquez, vous intéresse pas et que vous voulez vous créer une bulle de fraîcheur, ça fonctionne très très bien. Les forêts, les micro-forêts vont très vite pour ça.
Si vous voulez des fruits, si vous voulez faire votre miel, que vous avez vos ruches, mais que vous voulez mettre des essences mellifères, ce sera parfait. Si la biodiversité dans son ensemble, depuis les arbres, les insectes, jusqu'à la faune, ça vous intéresse, si vous avez un terrain, que votre famille en a un, si vous avez voilà, des enfants, de la famille, effectivement, et si vous avez envie de partager autre chose que des grands repas, mais quelque chose qui sera pérenne et au-delà de nous tous, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, on va parler tout de suite et sans transition des idées reçues. La question qui se pose ici, c'est est-ce que d'après vous, ça, c'est une bonne forêt? Alors, au-delà de la partie un peu défrichée là et coupée, hein, bien entendu, mais est-ce que ça vous paraît être une bonne forêt? Et bonne, voilà, c'est vraiment mis entre guillemets. J'ai un autre exemple, c'est celui-ci. C'est à peu près le même. D'après vous, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Oui, non, arbre, et surtout, pourquoi ce serait une bonne ou une mauvaise forêt? Hop. Alors, non, trop homogène, non. Non, non plus. Non, 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 non. Non, bien sûr. Non, bien sûr, non, bien sûr. Ouais, on est d'accord. Alors, on va être d'accord avec ça, je vais vous expliquer, on va aller un tout petit peu plus profond. Pas de biodiversité, c'est exactement ça. Là, on est dans du mono, de la mono-essence, hein. Il n'y a qu'une seule essence ici. Ici, c'est une forêt qui a un but économique clair. C'est une forêt d'arbres à couper, qui soit du bois d'œuf, du bois de chauffage ou du bois de ce qu'on veut. De toute façon, aucune biodiversité, c'est même un contresens en termes de captation de CO2. On parle de captation de CO2 par les forêts, logique, et retransformation en oxygène par les arbres la nuit. La réalité, c'est que ce genre de monocépage, on a envie de dire presque, eh bien, ça marche pas du tout, du tout, du tout pour ça. C'est-à-dire que ça capte une partie de CO2 et ça le relâche quasi entièrement par tout un principe un peu compliqué en sylviculture, mais justement à cause de ce parterre qui est, lui, d'une pauvreté absolue. Autant vous dire qu'il n'y a que quelques oiseaux qui nichent là-dedans, et ce sont en général plutôt des migrateurs qui font des petites pauses là-haut, en haut des cimes. Par contre, en bas, il va se passer à peu près rien, parce que il n'y a pas de fruits à se mettre sous la dent, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a rien. Donc là, pour les animaux, c'est pas du tout le bon endroit, quels que soient les animaux, hein. Les rongeurs, ils ont horreur de ce genre d'écosystème. Le gibier, en règle générale, ne va surtout pas aller là-dedans parce qu'il va pas se sentir planqué ou en sécurité. De toute façon, il aura rien à manger pour lui ou rien de terrible, donc ce sera pas génial. Donc effectivement, là, on est dans une forêt qui a été typiquement plantée pour une utilité. Alors, la grande utilité de ces forêts-là, c'est que en plus, ça crame super bien. Pas qu'une forêt avec plus de diversité, ça ne puisse pas brûler, mais par contre, ça brûlerait beaucoup moins bien, beaucoup moins vite, et on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Ici, vraiment, c'est des trucs fabuleux quand ça commence à cramer. Et bien là, c'est vraiment l'objet fabuleux. Alors, une forêt, on va dire, idéale, c'est quoi une forêt idéale? C'est une forêt native. Une forêt native, c'est-à-dire si l'homme n'était pas là, qu'est-ce qui pousserait à cet endroit-là? Qu'est-ce qui pousserait ensemble à cet endroit-là? Quelles sont les essences qui arrivent à pousser dans le même timing par rapport aux saisons, par rapport aux insectes également, aux pollinisateurs, et surtout, quelle densité, comment ça fonctionne? Ici, on est dans une forêt de type natif, clairement, parce que on voit, c'est archi touffu, on peut pas passer, même si y a une petite dame là-bas au fond, on peut pas passer. Là, les animaux, là, il peut y en avoir tout un tas, des strates et des strates. Autant vous dire que c'est le paradis des insectes, donc le paradis de tous ceux qui mangent des insectes. C'est le paradis de tous les oiseaux qui veulent bien nicher ici toute l'année. Et c'est surtout cette grande diversité de différentes essences qui fait que cette forêt ira très très bien pour une bonne raison, c'est qu'elle va conserver très facilement ses nutriments, très facilement son humidité, qu'on va être sur un sol qui va être naturellement aéré par le fait que les racines aillent se faufiler à droite à gauche et partout. Et donc là, on est dans une forêt qui est effectivement une forêt presque primitive, en tout cas, peu ou prou, ça y ressemble. Alors, et c'est ça qu'on va rechercher justement avec la méthode Miyawaki. Alors, ce fameux professeur Akira, qui est ce petit bonhomme? C'est un monsieur qui est ingénieur, pardon, qui est ingénieur donc, qui a fait ses études en Allemagne, et quand il est rentré dans son Japon natal, a été étudier de près justement les forêts. Et lui, son étude, elle était très simple. Il a été voir de quoi étaient fabriqués les très anciens temples
dans des coins de forêt très préservés, justement par les anciennes croyances qui font que ça n'avait pas trop bougé. Et il s'est rendu compte qu'en fait, au Japon, avec près des dizaines d'années de recherche d'ailleurs, hein, et de collecte de données, il s'est rendu compte que les forêts natives du Japon, en tout cas les essences natives du Japon, ne représentaient aujourd'hui au Japon, donc quand je dis aujourd'hui, c'est dans les années 70, ne représentaient à peine que 5% des forêts actuelles du Japon dans les années 70. Ce constat, il était assez énorme. On s'est rendu compte que le Japon avait importé tout un tas d'arbres qui n'avaient a priori rien à faire ici, qui avaient pris la place des arbres natifs, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment phagocyté la chose. Et ces arbres qu'on avait ramenés, justement, étaient des arbres qui étaient sans doute plus pratiques pour la fabrication de différents objets. Sauf que les temples, les très anciens temples, étaient fabriqués dans des essences qu'il n'y avait plus au Japon quasiment. D'où la déduction de se dire, voilà, les essences natives ne sont pas celles qu'on croit. Et donc, lui, son travail de recherche a été d'aller dans des forêts très, très, très reculées, de voir ce qui y poussait naturellement et depuis des siècles. L'idée, c'est de retrouver même le principe des forêts préhistoriques, quelque part, hein. Même avec les changements de climat et tout ça, on retrouve ça. Et puis, il a été cherché également dans les anciens objets d'ameublement, les anciens temples, justement, de partout, pour retrouver ce qu'était une forêt native du Japon. Et puis, ils étaient soumis au Japon, mais comme ailleurs sur la planète, à des problèmes. C'est que lorsqu'on voulait planter une forêt, justement, un peu plus dense, un peu plus, on va dire, efficace, quelque part, ou en tout cas où il n'y aurait pas trop de mortalité des essences, eh bien, ça loupait quasiment à chaque fois quand on prenait les essences qu'on trouvait à droite à gauche, pensant qu'elles étaient là naturellement. En fait, ça loupait pour une bonne raison, c'est que c'était pas des essences natives, donc elles n'étaient pas adaptées au climat, et que en réalité, ces arbres d'importation n'arrivaient pas vraiment, vraiment bien à être à leur aise, on va dire, dans le climat japonais. Et donc, lui, en reprenant les essences natives, en retrouvant les essences natives, a commencé à travailler justement sur son principe de microforêt. L'idée, c'est de se rapprocher un maximum des forêts primaires, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Et donc, depuis lors, donc le professeur Miyawaki, il est mort il y a quelques années maintenant. Voilà, fin des années 2000, je crois 2019, il est mort, il me semble. Mais en attendant, il a un legs qui est incroyable parce qu'ils ont, son association et lui, reboisé, reforesté 1800 sites partout autour du globe. Ils ont fait un travail de référence extraordinaire sur les essences natives, et c'est justement une des parties de sa méthode qu'il nous a léguée, qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors, une microforêt, c'est quoi? C'est simple, c'est une forêt qui pousse 10 fois plus rapidement. Une forêt, habituellement, ça pousse en à peu près 150 à 200 ans. Ici, il va nous falloir à peine 15-20 ans. C'est une forêt qui est 30 fois plus dense que les forêts habituelles, mais habituelles avec des guillemets, comme on a mis bonne forêt tout à l'heure. C'est une forêt qui demande plus du tout d'entretien après 2-3 ans et très peu d'entretien avant cette période-là. Et c'est une forêt qui peut pousser sur l'équivalent de 100 mètres carrés pour commencer, et ça, bien sûr, ça peut être plus grand. Plus petit, on verra tout à l'heure pourquoi plus petit, c'est un peu embêtant, même si on peut, en fait, on a des exemples aujourd'hui où ces microforêts fonctionnent très très bien. Un peu plus petit, c'est dans des espaces un peu particuliers. Mais ce 100 mètres carrés, il a une logique. Ça représente 9 places de parking, c'est absolument rien. Et tout à l'heure, j'ai été visiter justement 3 forêts qui sont 3 microforêts qui ont été plantées à 1 an, 2 ans et 3 ans autour de chez moi. Pour aller voir, il y en a une de 150, une autre de 300, une autre de 900 mètres carrés. Et effectivement, ça pousse incroyablement et densément de manière très, 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 très surprenante. On a un petit avant-après ici qui est aux Pays-Bas. Donc, Pays-Bas, on a un climat qui est océano-continentalo-tal à peu près, où il fait parfois très froid, même s'il n'y a pas souvent du gel. Mais on voit qu'en fait, avec une plantation toute simple ici, donc ça, c'est vraiment le lendemain de la plantation, hein. Ça, on a planté des sions. On verra ce que c'est tout à l'heure, des sions. Et voilà, 18 mois plus tard, on a quelque chose de déjà étoffé. Alors, la photo n'aide pas trop à voir, mais là, en fait, on a des arbres qui sont déjà poussés à plus de 3 mètres de haut à 18 mois. Donc, ça veut dire que en fait, on a une seule saison de pousse et une saison de repos, et on va attaquer la nouvelle saison de pousse ici. Donc voilà. Ici, on a une forêt indienne après 2 ans. Donc là, on a une saison d'enracinement et une saison de pousse. Donc là, on voit que vraiment, c'est très, très, très étoffé. Et surtout, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que quand on va implanter sa microforêt,
on va pouvoir l'implanter. Alors, il y a des règles très précises à suivre, mais on va pouvoir se réserver des zones de clairière, on va pouvoir se réserver des chemins pour cheminer, bien entendu. Si on met des fruitiers, il faut bien pouvoir aller cueillir les fruits. On va vraiment se faire un plan au départ, et d'ailleurs, c'est dans la méthode qu'on propose, ça commence évidemment par l'étude et la planification totale de sa forêt. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire les formes qu'on veut. On va pouvoir faire vraiment une forêt utile et intelligente dès le départ, dès sa conception. Alors ici, on voit les abords en fait de la Grande Muraille. La Grande Muraille, toute une partie des abords de Grande Muraille, et toutes ces parties-là là, que vous voyez, ce ne sont pas des forêts qui étaient là au départ, puisque ici, ça avait été plumé par la fabrication elle-même de la Grande Muraille. On a utilisé beaucoup de bois pour sa fabrication. C'est pas que en pierre à la Grande Muraille du tout d'ailleurs. Et donc, en fait, on avait totalement déforesté et totalement déboisé. Et le professeur Miyawaki et son association ont reboisé toute une partie des alentours de la Grande Muraille. Ça, c'est une forêt ici. Toutes ces forêts-là, elles ont 2 ans et demi, 3 ans seulement. Donc, c'est assez impressionnant. Ça va très, 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 très vite. Et ça fonctionne extrêmement rapidement. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça va si vite. Il y a une vraie raison et pourquoi ça fonctionne justement cette densité. Alors, ensuite, et avant de passer à vos premières questions, on va passer aux 5 erreurs à éviter absolument en plantation de microforêt. Avant de voir les 4 étapes précises qui nous permettent de planter une microforêt, il y a quand même des erreurs à éviter absolument. On ne peut pas partir n'importe comment parce que la méthodologie est vraiment très précise et si on veut que ça fonctionne, il faut simplement suivre tranquillement, étape par étape, la méthode. La première erreur à ne pas commettre, c'est ne pas analyser le site. Ce qu'on appelle analyser le site, c'est déjà commencer par le plan d'urbanisme. Est-ce que j'ai le droit de planter ici? Est-ce que je suis pas trop près d'une route? Est-ce que je suis pas trop près d'un mur? Est-ce que je suis pas, etc. Il y a également dans le plan d'urbanisme, on doit vérifier les conduites, s'il y a de l'électricité qui passe, des conduites d'eau, ce genre de choses. On doit aussi analyser si on n'est pas dans une ancienne friche industrielle. Nous, ça fait partie des choses qu'on fait de renouveler des friches industrielles et donc il faut qu'on analyse le site pour voir ce qui doit être nettoyé, ce qui doit être évacué, ce qui doit... voilà. Ensuite, on va devoir tenir compte du type de sol. Donc ça fait partie des choses à faire absolument, c'est analyser le sol. Donc il y a 3 méthodes qui sont très simples. On a une méthode par un laboratoire, on envoie notre terre, le labo nous dit, voilà, vous avez tel temps de limon, tant d'argile, etc. On a une méthode qui est la méthode de la bandelette, qui est une méthode visuelle qui fonctionne pas mal, et on a la méthode du bocal qui est très très simple, que chacun peut faire chez soi, et que nous, on explique plus en détail, bien entendu. C'est pas le cas ce soir, et c'est pas le sujet du soir d'analyser son sol. Mais en tout cas, l'analyse nous permet en fait derrière d'amender, c'est-à-dire de rajouter les manques qu'aurait notre sol. Donc si notre sol ne peut pas retenir l'eau parce que il n'a pas la composition nécessaire, à ce moment-là, on va mettre de l'amendement de rétention d'eau, qui pourront être des copeaux de bois, qui pourront être, voilà, il y a tout un tas d'amendements naturels. On n'est pas du tout dans de l'intrant chimique, hein, on est dans de l'intrant ultra naturel, bien entendu, etc., etc. Si on a un sol pauvre en nutriments, on va pouvoir en rajouter, etc. Donc ça, c'est vraiment une partie très précise de la formation également et de la méthodologie, bien entendu. N'utilisez qu'une strate de végétation. Les strates, c'est les hauteurs. Dans nos forêts, sous nos latitudes, nous n'avons que 3 strates de végétation importantes à respecter, donc les arbustes, les arbustives et les arbres de canopée. Donc, ici, si on ne mettait qu'une seule strate, c'est-à-dire que des arbres que de la même taille, à la fin, on aurait un gros problème, c'est que notre forêt, elle fonctionne par un double système de compétition et de coopération. Et là, la végétation ne se mettant pas en compétition et ayant une mauvaise coopération, ça ne fonctionnerait pas. On aurait une mortalité à 80% de notre forêt. Ça ne fonctionnerait pas. Les différentes strates, c'est vraiment quelque chose d'important. La 4e erreur, et ça c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est planter des essences exotiques. On va nous dire oui, mais avec le réchauffement climatique, vu qu'il fait plus chaud chez nous, je vais importer des arbres du sud de la France pour mettre à Lille et tout ça. Aujourd'hui, je vous réponds tout de suite parce que c'est des questions que vous aurez dans le chat irrémédiablement. Eh bien non, la culture scientifique aujourd'hui ne nous permet pas de dire que le réchauffement aujourd'hui est significatif par rapport à la plantation des forêts. On sait que ça se réchauffe, il n'y a aucun débat scientifique là-dessus. Cependant, aujourd'hui, nous, les résultats qu'on a sur les microforêts avec les essences natives, ça fonctionne très très bien et c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'une essence exotique amènerait une compétition désavantageuse pour tout le monde, soit pour elle, auquel cas elle serait vraiment tellement pas adaptée à son climat qu'elle mourrait tout simplement,
ou soit elle serait en fait presque invasive, c'est-à-dire qu'en fleurissant plus tôt, elle capterait les pollinisateurs plus tôt, qui seraient d'ailleurs peut-être pas encore réveillés selon la région où ça pousserait. Et donc il y aurait du stress de toute façon de partout pour la plante elle-même, pour le plant lui-même, pour l'arbre lui-même, comme pour ses voisins. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut absolument éviter. Et c'est pour ça que tout le travail de recherche des essences natives du coin où vous êtes est très important. Et bien entendu, vouloir griller les étapes, beaucoup de gens arrivent, remuent un peu la terre, plantent leur forêt, pensant que ça va fonctionner, et rien ne fonctionne. Au bout d'1 an, ils n'ont rien qui pousse. Et bien entendu d'ailleurs, puisque la méthode, elle a mis 30 ans à se mettre au point. On ne peut pas l'inventer en 3 heures, malheureusement d'ailleurs, ce serait vraiment trop facile. C'est pas une méthode compliquée, c'est une méthode pas à pas. Comme toutes les méthodes, il suffit de les suivre en réalité. Alors, avez-vous déjà des questions un petit peu, ou est-ce que je passe à la suite? J'aime bien quand il y a des questions. Hop, attendez, vous êtes là normalement. Hop, et moi je réapparais comme par magie. Ai-je des photos à 10 ans? Oui, j'en ai pas mis là. Là, tout à l'heure, je suis allé faire un reportage d'une forêt qui a 3 ans. Alors, je vais pas vous montrer les photos parce qu'on est en février. Alors, du coup, c'est tout plumé. On est dans une forêt post-automne. Donc, c'est un peu tout plumé. Par contre, je vais aller à refaire cette forêt, elle est à côté de chez moi. Je vais aller refaire justement le reportage, la même chose au mois de juin. Et là, on a une forêt. En fait, on a des arbres qui sont déjà à 4-5 mètres de haut à 3 ans. C'est incroyable. Elle est d'une densité absolue et tout. Enfin, on a une vivacité de cette forêt-là en février où il y avait énormément d'humidité dedans, dans la terre, de conserver, alors quand bien même qu'il fait très sec et trop sec. Là, on a du beau temps en février à ce point, c'est même pas normal. Donc voilà. Peut-on planter des arbres dans le terrain Si est vous n'avez inondé? alors, je précise un truc, si vous n'avez pas de questions, mettez juste pas de questions Ouais, dans le chat, comme ça on sait absolument. qu'on n'attend pas vos questions. Et on va voir les Ça va être- questions de Philippe et Étienne. Ouais. Donc, peut-on planter des arbres dans le terrain est inondé de 5 à 10 centimètres pendant l'hiver? Alors, est-ce que ce terrain est un marais naturel hivernal? Auquel cas, les marais naturels hivernaux, faut pas y toucher, en fait. Heu, terre végétale agricole, d'accord. Ouais, donc ça, faut préciser si effectivement, si c'est, justement des zones marécageuses, inondables, justement fait pour ça l'hiver, et à laisser en fait, on ne plantera pas là-dessus, il faut vraiment laisser les choses naturelles là-dessus. Comment connaître les essences natives ou non? Haha. Alors la méthode Miyawaki nous précise qu'il faut aller vérifier dans les coins de forêt qui poussent naturellement autour de chez nous pour retrouver soi-même les essences, à savoir que pour planter une forêt de 100 mètres carrés, il nous faut à peu près 30 essences différentes selon trois typologies différentes et 3 strates différentes. Ça paraît compliqué comme ça, hein. Bon, nous on a fait le référencement et on est les seuls à avoir fait ce travail-là sur les 10 grands bassins de plantation français. Et ça fait partie des choses qu'on donne effectivement dans la formation fauna. On vous en parlera tout à l'heure si vous voulez, hein, on n'est pas obligé de parler de la formation ce soir. Si vous nous dites à la fin, oui, on veut savoir ce qu'est cette formation, on vous donnera les détails. Et effectivement, ça fait partie des choses. On nous donne un outil en fait qui est un tableur. Vous choisissez où vous êtes et ça vous donne tout le choix des essences possibles dans votre région de plantation native, avec les différentes strates, les différentes voilà, en plus de toute la méthodologie, C'est bien vraiment évidemment. un tableau qui est bien croisé, quoi, hein. Ah C'est ouais, c'est ça ouf. le. Ouais, le boulot, il est dantesque, hein. Là, sur le tableur, c'est un boulot de dingue. Question pour la faune, comment vit la faune dans une microforêt? Alors la faune, elle est ultra contente. Ultra contente pourquoi? Parce que cherchent les petits mammifères? Du manger et de la planque et de la maison. Donc ça, là-dessus, pour se planquer, comme on est dans de l'ultra dense, effectivement, il y a vraiment, c'est très cool. Et pour manger, on a 30 essences différentes sur 100 mètres carrés, là, tout le monde y trouve son bonheur. La faune, la volatile, alors elle a de quoi nicher à toutes les hauteurs, elle peut faire ses nids, elle peut se balader, elle peut s'amuser, et elle a à manger aussi. Donc là, tout va bien pour tout le monde en fait. Et le plus gros gibier, lui, il adore ça, déjà parce qu'il va venir se planter, il va venir se planquer, se gratter, il va venir dormir, il va venir manger dans cette forêt, et en fait, il va y rester. Pour le coup, on est dans une forêt à vivre pour la faune, clairement. Est-ce que c'est pas trop dense? Oh que non, Coraline, pour une bonne raison, c'est qu'il y a encore une fois, une double possibilité. Il y a une compétition, ce qui fait qu'on aura un petit peu de mortalité. Dans une forêt Miyawaki, 100% des plants à 10 ans ne sont pas vivants, sûrement pas d'ailleurs, et il faudrait pas.
Mais voilà. Mais par contre, c'est extrêmement dense. Je vous inviterai à aller voir justement les reportages que je vais mettre en article du blog sur permaforest.fr. Vous verrez, la densité, elle est incroyable et étonnante, et vous verrez que tout est en vie dans une vie qui est vraiment, vraiment, ça se voit, c'est très, très visuel. Même là, en février, on voit des arbres qui sont d'une santé hors norme, quoi. Question pour la faune, c'est fait. Non, ce n'est pas une terre marécageuse. Mais si c'est une terre inondable par moment, on est dans un marais. C'est même la définition du marais. Le marais, il n'est pas forcément inondé tout le temps. Alors, est-ce que vous pouvez l'assécher? Auquel cas, est-ce que ces inondations ne reviendront pas? Ça, c'est toujours une question un peu compliquée sur les terres marécageuses. Ça, faudrait voir vraiment avec votre localité ce qu'il en est. En pleine ville, peut sortir sur les voies de circulation. Oui, mais la faune n'est pas con. La faune, il y a beaucoup maintenant, hein, même les renards. Moi, je suis dans un coin où on a une faune incroyable. Il y a des renards de partout et tout. On est dans des villages et il y a une ville à côté. Et les renards, la nuit, sont dans la ville. Hein. Ouais, tranquille. Hein. Il y a peu de forêts dans la région et celles qui restent ne sont probablement pas naturelles. Comment faire pour savoir? La seule chose, alors on a une autre façon de faire, hein. Littérature, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher dans les recherches sylvicoles, on va aller rechercher chez les vieux fabricants de meubles locaux quel bois ils utilisaient. Ça, c'est encore une voie de recherche qui est vraiment incroyable. On a vraiment nos informations comme ça. Dans les livres d'histoire, dans les livres machin. C'est un boulot de fourmi. Nous, on l'a fait pour la formation. Voilà, c'est ce qu'on offre aux gens qui prennent la formation. Mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi, hein, au départ. Voilà, il y a des associations qui vous aident à ça. Cependant, elles sont super surchargées aussi pour ça. Et la plupart utilisent notre tableau aujourd'hui. Il y a peu de forêts dans la région. Oh, pardon, je viens de répondre. Parfois, il n'y a pas des alentours à étudier. Alors l'alentour qu'on trouve très facilement et très souvent, en fait, c'est autour des routes. Vous savez, autour des routes, des fois, vous avez dans les routes de campagne, enfin dans les routes de campagne, pas plus d'ailleurs, même dans les routes de ville, vous avez des forêts, des bouts de forêt qui sont là, des bouts d'arbres. Et ceux-là, ils n'ont pas été plantés pour être là. C'est pas forcément des pare-vents ou des pare-bruits ou que sais-je encore. Et souvent, dans ces petites forêts-là, un peu naturelles et résiduelles, je dirais, de la ville, eh ben, en fait, on est dans du natif. Alors ça se vérifie, encore une fois, hein, c'est un boulot de fourmi, hein, de vérifier. Où se procurer les plants? Alors c'est pas le sujet ce soir. Pépiniériste, prélèvement autour de nous si on est sûr que c'est du natif, et puis dons entre planteurs. Comment on fait en zone Méditerranée? Garrigue. Eh bien, on plante les essences natives de la Méditerranée, garrigue, très simplement. Tout ce qui est garrigue, en fait, l'idée, c'est que si on densifie avec une forêt Miyawaki qui a plusieurs essences et que, bien entendu, on respecte les plans d'urbanisme sur le défrichement et tout ça autour, on a des forêts qui brûlent mal. Une forêt avec 30 essences différentes, chaque essence ayant son point de brûlage, on va dire ça comme ça, différent. Alors, il y en a qui vont ralentir le feu alors que d'autres l'accéléreraient. Et si tout est défriché autour, de toute façon, on aura quelque chose qui sera plutôt ralentissant plutôt que autre chose. Hein. Ne faut-il pas mieux restaurer une forêt abîmée plutôt que de créer une nouvelle forêt sur un terrain vierge? On peut tout faire. Pas de réponse. Ça dépend, c'est au cas par cas. Les deux, mon capitaine. Il y a juste de l'eau l'hiver car il pleut beaucoup et que le terrain est argileux. Ensuite, le printemps, l'été et l'automne, le terrain est sec. Alors, il faut voir, on plante à l'automne et là jusque fin mars, mi-avril, on peut planter. Donc c'est le moment de plantation qui va être crucial parce que si l'année de plantation s'est inondée, ça va pas. Si l'année d'après c'est inondé, il n'y a pas de débat, c'est pas un problème en fait. Beaucoup de mortalité de la faune sur les routes quand même. Oui. Donc, faut-il mieux garder du béton pour que la faune ne se fasse pas écraser? Ça, c'est libre à chacun de l'entendre. Moi, je suis plutôt à vouloir laisser de la place pour faire nicher les oiseaux et que la faune, finalement, elle sait se débrouiller. Enfin, elle n'a pas besoin de nous en règle générale. Et s'il y a de la mortalité, il y a aussi beaucoup plus de vie et de naissance. Bon, voilà, ça doit être à solde positif, même si, voilà, je suis comme toi, Nicole, voir des choses mortes sur les routes, c'est pas forcément très agréable, en effet. Est-ce qu'on passe à la suite? On va passer à la suite, hein. Allez, Oui. hein. Allez. Moi, je suis pas comme ça. Là, je suis à fond. J'ai de l'énergie. J'ai la patate. Ouais, c'est clair. Alors, les 4 étapes pour créer une microforêt sont extrêmement simples. Concevoir le projet. Donc, vous voyez, ce genre de choses. On prend un plan tout simplement sur Google Earth ou sur Géoportail. L'intérêt de ces deux logiciels gratuits et en ligne, c'est qu'en fait, on peut même prendre les mesures. C'est très, très précis. C'est à quelques dizaines de centimètres près. Donc, on va prendre son plan d'urbanisme et puis on va prévoir des entrées, des sorties. Bah, voilà, chaque cas est différent. Donc, voilà. Et on va faire notre implantation comme ça sur plan.
Alors, soit on sort la règle et les crayons, et ça se fait très bien, soit on sort, nous, un logiciel qu'on aime bien, qui est gratuit et en ligne, qui s'appelle Canva, c'est ANVA. Donc la version gratuite du logiciel suffit largement pour faire tous ces plans, tracés, tout ça. C'est un système qui est d'une simplicité enfantine. Un gamin de 5 ans sait se servir de Canva quasi immédiatement. Et donc on prend le plan et puis voilà, on fait nos tracés selon l'existant. Là, on voit qu'il y avait déjà des arbres de plantés et que ces arbres-là, qui étaient un peu célibataires et en ligne au bord d'une route, eh ben, on va s'amuser à les densifier tout autour et à les intégrer dans une microforêt. Donc ça répond à une question qu'on a souvent. Peut-on intégrer des arbres existants? Doit-on les arracher? Non, surtout pas. En fait, on va les intégrer dans notre projet de microforêt et feront partie totale de cette forêt-là. Et ils pourront d'ailleurs profiter des bienfaits justement de cette densification et de cette coopération des espèces. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, c'est une bonne chose. Donc on va faire ça. On va sélectionner nos essences. Donc ça, encore une fois, c'est la partie ardue normalement que nous, on a ultra simplifiée. Là, pareil, hein, vous avez votre bassin de plantation, vous choisissez vos essences, vous fabriquez la forêt que vous voulez. En plus, si vous voulez plus de fruitiers, plus de miel, plus de pas d'effort du tout. Moi, c'est un peu le choix que j'ai fait sur la première, c'est que c'est pas d'effort du tout. Je n'ai mis que des essences qui ne demandent rien du tout, même pas de fruits. Enfin, pas de fruits à cueillir, hein, j'entends. Et donc ça, c'est très cool. 3 strates, donc 3 hauteurs, et on plante 3 essences au mètre carré. Donc effectivement, c'est extrêmement dense. Ça nous change un peu un arbre tous les 10 mètres carrés à peu près, comme on a vu dans la forêt des Landes tout à l'heure. Et c'est justement donc cette densité-là, ces multiples essences-là et ce nombre de strates qui font que ça fonctionne. C'est très simple, il y a une compétition. Compétition à la lumière. Les essences qui veulent de la lumière vont devoir pousser vite pour aller garder la lumière. Au bout d'un moment, eh bien, la compétition s'arrête parce que les arbustes arrivent à taille, les arbustives arrivent à taille. Et en fait, puisque ce sont des essences natives et coopératives naturellement entre elles, alors se met en place un système vertueux où justement les arbres qui vont chercher la canopée sont à nouveau en concurrence, mais ce coup-ci entre eux. Et donc, du coup, ils peuvent à la fois avoir moins de concurrence, donc se solidifier au niveau racinaire, au niveau des troncs, tout en faisant l'arbre et l'abri UV pour les arbustes et les arbustifs qui sont en dessous, qui, elles, vont former justement cette densité plus proche du sol. Les strates, donc c'est important, les essences, c'est important. Différentes essences, c'est justement ce qui nous permet d'avoir une coopération hors norme et native. C'est très important, encore une fois, parce que leurs saisons sont réglées sur la saison de où elles doivent pousser. Les saisons sont changeantes, mais il n'y a pas encore aujourd'hui de changement suffisant pour pouvoir vous dire, en effet, on a remarqué que au naturel, telle essence du sud de la France pousserait dans le nord. Aujourd'hui, on n'a aucun exemple qui fonctionne au naturel. Il y a des choses qu'on peut planter isolément d'ailleurs. Si on les remet par contre dans un écosystème complet, ces essences-là ne fonctionnent pas très très bien ou encore une fois font une concurrence déloyale qui fait que les autres ne fonctionnent plus bien. Donc aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas chercher midi à 14h. On n'a pas du tout le recul scientifique qu'on a là-dessus et d'observation qu'on a là-dessus. Il est plutôt à dire, non, continuons à planter du natif. Et puis, puisqu'on participe d'une manière très très efficace à la lutte contre le réchauffement grâce à ce genre de microforêt, alors on est vraiment dans le bon chemin en faisant logiquement du natif de toute façon. Préparer le terrain, donc la deuxième étape c'est la préparation. Pour la préparation du terrain, c'est très simple. On excave, on reprend le plan de notre forêt qu'on a tracé au cordeau, on retire entre 20 et 50 cm de cette terre, on la dépose sur le côté, on fait un tas. On vient intégrer l'amendement qu'on a prévu après l'analyse de notre sol. Et donc tout ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment tous ces détails-là sont donnés hyper expliqués dans la formation Fauna qu'on propose, bien entendu. Voilà. Une fois qu'on a notre amendement, on remue notre terre avec son amendement, avec son rajout. On remet tout ça à sa place en formant une butte. Ça, c'est très important que ça forme une espèce de matelas, un matelas gonflable un peu. De toute façon, c'est gonflé, hein. La terre qu'on charrie et qu'on remue, elle reprend entre 4 et 10 fois son volume. Donc de toute façon, naturellement, ça va être aéré. Cette aération, elle est très très importante parce que le système racinaire ensuite de nos plants va se prendre immédiatement. Les 6 premiers mois de plantation et de pousse sont essentiellement faits pour que le système racinaire se solidifie,
aille chercher ses nutriments et son eau très facilement. Et grâce à l'amendement, de toute façon, l'eau, on va la garder, les nutriments, on va les garder. Et donc, tout ce travail de préparation, c'est vraiment une étape importante du projet. C'est une étape marrante, hein, d'ailleurs, ça va assez vite. Ensuite, l'étape la plus cool, c'est planter la forêt. Donc là, on voit qu'on plante. En général, on plante en collectif les forêts. Celle que je suis allé voir tout à l'heure, il y a eu 900 arbres de plantés en quelques heures parce qu'ils étaient 300 planteurs. Donc tout le village s'y est mis avec l'école du village, etc., etc. Mais ça, c'est très cool. Et à la fin, on fait un paillage, comme vous le voyez ici, du tuteur selon les besoins. Donc ça, c'est pareil, on détaille tout ça. Ce que vous voyez au fond, les piquets, c'est grillagé. Donc on a du grillage à lapin tout autour. Ça, c'est pour éviter justement dans la première année que les plants se fassent bouffer tout simplement ou se fassent éventuellement envahir aussi par les habitants. Les habitants ne voyant pas forcément les piquets ou pourraient passer au milieu et donc la première année on essaye d'éviter ça. Le paillage fait qu'on garde la chaleur et l'humidité bien entendu et de toute façon le paillage il reste très longtemps en fait, hein. Sur la forêt au bout de 3 ans vous voyez encore la paille d'origine et c'est ce qui fait aussi qu'on a 0 entretien d'ailleurs à la fin. On va parler tout à l'heure du prix de tout ça, hein, bien entendu. Donc là, ça c'est une forêt qui a à peine 2 ans. Celle-ci, elle est à 18 mois. Donc on voit que on laisse tout, hein, voilà. Le seul entretien, c'est vraiment dans les 6 premiers mois. S'il y a des mauvaises herbes, on va les retirer à ce moment-là. Pour une bonne raison, c'est qu'elles prendraient en fait les nutriments qu'aurait besoin notre jeune forêt pour pousser. Et ensuite, on laisse tout. De toute façon, on a un sol qui va se faire, on a un parterre qui va se faire, et on voit déjà ici la richesse de celle-ci. Alors là, on est autour de, je dirais, avril, mai, juin, tout a déjà reverdi. Et ça, c'est une forêt qui, cette année-là, dans ce reverdissement-là et dans cette taille-là, va prendre certainement plus d'1 mètre, 1,50 m dans cette année-là. Après, ça se met en sommeil pendant l'hiver. Et ensuite, le troisième moment de pousse, on va prendre encore 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres pour certaines espèces. Ça va très, très vite. Donc, c'est des choses qui poussent extrêmement vite encore. Alors, comment savoir quoi planter et où? Voilà, nous, on a délimité les 10 zones de plantation différentes de France. On a fait un gestionnaire de plantation automatisé. C'est un gain de temps, bien entendu. C'est super pratique, c'est unique. Clairement, ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de fou qui a été fourni. C'est des mois et des mois de recherche et de récolte de données. Voilà. Ça, allez, ce qui nous amène ce soir, on y arrive tranquillement. Si vous avez quelques questions, j'y répondrai, on y répondra avec Leslie juste après. Je vais enchaîner sur... Ouais, je me disais, là, il y a des questions, des précisions à apporter sur certaines choses, donc peut-être ça Ok. nous intéresse. Ah, alors allons-y. Ouais. Très bien, très bien. C'est vous la MC, hein, c'est toi qui dirige. Moi, je dis, on y répond maintenant. Alors, pas de questions. C'était tout à l'heure. Ok, la faune, nature. Pas de questions. À étudier pour les espèces natives. Oui, j'imagine une forêt en pleine ville, les animaux. Oui, pardon, ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Où se procure-t-on les plants? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pépiniériste et ça. Oui, ça, j'ai déjà répondu, pardon. Attendez, je suis remonté un petit peu. Logiciel Canva, ça, c'est Leslie. D'accord, on en est là. En Charente-Maritime, il y a très peu de forêts. Ouais, il y a plus beaucoup de forêts. En réalité, c'est une région qui était, comme toutes les régions de France, en fait, très, très, très forestière. Mais il y a de ça maintenant. Les dernières forêts de Charente-Maritime natives, c'était il y a 1 siècle et demi, à peu près 2 siècles peut-être. 3 essences différentes sur 1 mètre carré, absolument. 3 strates différentes, 3 types différents. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ce soir parce que c'est vraiment une partie complète de la formation. Mais oui, en tout cas 3 plans différents sur 1 mètre carré, absolument. Bonsoir du Maroc, cool. On a toujours des Marocains avec nous. Si beaucoup de vent, genre cause. Si beaucoup de vent, tout va bien. Souvent, quand il y a beaucoup de vent, en fait, on va privilégier les arbres qui vont pousser plus rapidement ou qui auraient des plants peut-être un peu plus avancés et on va les mettre en périphérie, qui vont faire coupe-vent pour le reste, coupe-vent, coupe-UV. Donc, on fait en fait une haie brise-vent dès le départ de la forêt. Mais ça change rien. Alors là, le vent change rien à la pousse. Alors voilà, pas de questions. J'ai pas totalement compris la deuxième étape, c'était d'ajouter la bonne terre. Humus, c'est de faire une petite colline. Alors oui, c'est plutôt une espèce de matelas qu'une colline complète, hein. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va pas rajouter la bonne terre, on va utiliser la terre qu'on a testée avant et qu'on a analysée avant. C'est donc celle qu'on a simplement nous retirée, qu'on a mis en tas, et on va l'enrichir avec un amendement. Donc l'amendement, c'est quoi? C'est des apports de paille, de copeaux de bois, de fumier, de lombricompost, ce genre de choses. Et c'est selon l'analyse, c'est l'analyse qui nous donne ce qu'on doit mettre et en quelle quantité.
Donc ça, c'est un triangle croisé. C'est je sais plus comment le nom, un quadrant. Je vais dire un quadrant, mais non, c'est que par trois. J'ai plus le nom en tête. Il est parti tout seul celui-là. Bon bref, et en tout cas, nous, on vous donne ces grilles de lecture là, bien entendu. C'est quelque chose d'extrêmement simple en réalité, hein, à tester sa terre. Et c'est ce test qui nous donne quoi rajouter et pourquoi. Si le terrain est bon, doit-on malgré tout retirer 50 centimètres et amender? C'est le test qui te dira. Je ne peux pas te répondre, Étienne, mais de toute façon, on va de toute façon excaver pour aérer. L'aération de la terre, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre à la fois de garder l'eau, de diluer les nutriments un peu plus, ce qui fait que le système racinaire, lui, dans une terre qui va être friable, va en plus aller beaucoup plus vite et va trouver le nutriment beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment important. Que planter en Bourgogne près des grands noyers des voisins? Eh bien, des essences natives bourguignonnes. Pas te dire mieux, hein, je les ai pas là tout en tête, j'ai pas le tableau moi en tête. On a pour le coin Lyon-Bourgogne, je crois qu'on a 75 espèces, on a un choix entre 75 espèces natives qu'on a référencées. Nadia, j'ai toujours entendu dire que rien ne poussait sous des noyers, c'est faux. Voilà, c'est archi faux. Pour l'heure, 2 cerisiers morts, oui. Bah, c'est peut-être que c'était pas, que ça fonctionnait pas. Et 2 cerisiers tout seuls sous un noyer, ils vont pas pousser. Ils vont être en grosse compétition avec Pépère, et Pépère, il va gagner. Par contre, si on met suffisamment de monde derrière, une vraie densité, tout va pousser. Flûte, c'est dommage. Flûte. C'est fait dans quelle matière, les flûtes, d'ailleurs? Je crois que vous n'avez pas vu la question d'Alain. Quelle surface pour assurer l'autosuffisance sur une année pour une famille de 4? Alors, on estime en autosuffisance forestière qu'il faut 1,5 hectare par personne. Vous allez planter du monde. Par contre, si vous voulez une partie suffisante, alors à ce moment-là, avec une forêt de 200-300 mètres carrés, vous avez déjà des fruitiers qui vont vous donner du fruit tout l'été, en fait. Donc ça va fonctionner printemps-été à peu près. Ouais, c'est voilà. Après, si vous allez justement chercher dans les racines, on peut faire du jardin-forêt à l'intérieur d'une micro-forêt. C'est deux choses différentes, mais le jardin-forêt, on peut aller planter des légumineuses à l'intérieur de notre forêt, ça va très très bien fonctionner aussi. Hop, réponse moi aussi. Hop, voilà. Pousse spontanément près des noyers, des pruniers sauvages et des églantiers. Tant mieux. Ça dépend des régions, effectivement, mais ouais, bien sûr. L'unique chose, c'est qu'on tourne la terre et on tue les vers. Non, on ne tue pas les vers quand on retourne la terre, parce que les vers, ils viennent avec, ils sont retournés avec, et ils sont plutôt contents. Non, on tue rien, on va pas les tuer un par un en plus. Alors, on va peut-être en tuer quelques-uns, je dis pas. Mais non, on n'en tue pas. Et même souvent, très souvent, finalement, on rajoute même du lombricompost, donc des vers de terre. S'il n'y en avait pas, hein, bien entendu. On peut utiliser le compost des toilettes sèches pour mélanger et planter les différents arbres. Alors, oui, mais non. Oui, si c'est ce besoin-là qu'a ta terre, Swazik. C'est l'analyse de ta terre qui te le dira. Je n'ai aucune réponse précise à donner à chacun. Tant que j'ai pas un test du bocal qui va me donner tant de centimètres d'argileux, tant de centimètres de sable, tant de centimètres de machin, là j'aurai des réponses. Là, accru, je ne peux pas t'en donner. Savez-vous où trouver une branche de noyer productif pour greffer sur un noyer bien implanté, mais une variété quelconque? Non, je ne sais pas. Peut-on greffer des essences sur les pruniers sauvages? Je ne vois aucun intérêt à ça. Nous, on fait pas de taille du tout, on laisse la nature prendre son droit, et c'est tout l'intérêt des microforêts, c'est justement que la nature prend son droit, réellement, complètement. On la laisse faire, elle a des millions d'années d'évolution à nous apprendre. Donc la microforêt, c'est le respect absolu de l'évolution. Donc non, on ne fait pas de greffe d'essence, machin. Faut-il savoir si ce fameux prunier est une essence native ou pas? Est-ce que Question de Nicole, t'en m'as sauté une, je ouais, crois. vas-y. Où est-ce qu'on peut trouver les laboratoires pour la Terre? Donc, le plus simple, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a de proche de chez toi, hein. Tu Ouais, tapes Google, tout ouais. simplement. Il y a un laboratoire par région. Ok. Voilà, donc il y a un labo régional par région déjà, qui est officiel et d'État, où on peut envoyer nos analyses et ils vont nous faire moyennant finance, hein, bien entendu. Le plus simple, c'est le test du bocal. Le test du bocal, c'est quoi? On prend notre terre, on la met dans du bocal, on rajoute une quantité d'eau suffisante, pas détailler les détails dedans, on secoue, on mélange, on laisse faire la gravité, on revient 24 heures plus tard, on secoue, on remélange, on relaisse faire la gravité, et à ce moment-là, on mesure parce qu'on a des limons, on a des sables, on a des argiles qui vont se détacher très très bien, une quantité d'eau, et de ça, on va déduire de quoi est fait notre sol et de quoi il faut l'amender en pourcentage et tout. Et donc nous, on donne toutes ces réponses-là très 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 précisément en montrant un bocal, en secouant le bocal dans la formation et tout. Donc on fait tout, hein, bien entendu. Voilà, donc c'est beaucoup plus C'est simple. largement suffisant par Ah rapport à ce ouais, et c'est extrêmement simple en fait, hein, on se rend pas compte. Hein.
Est-ce qu'au lieu de préparer le terrain comme ça, on ne peut pas ajouter par-dessus ce qui deviendra du substrat? Non, surtout pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'enrichir notre sol, le sol natif, lui aussi. Donc non, 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 ça a pas d'intérêt. En plus, on serait obligé de rajouter une quantité de substrat énorme, qui serait délirante en fait, et on n'aurait pas à aérer la terre, ce qui fait que notre système racinaire ne fonctionnerait pas. Donc non, non, ça a aucun intérêt. Peut-on revenir au sujet de ce soir? Une analyse de terre, ça va, alors selon les labos, ça va entre 300 et 1500 euros si on veut une analyse complète. Mais on s'en fiche, nous on n'en a pas besoin en fait. Ça coûte rien, ça coûte un pot de conserve que tu as récupéré de haricots et tu vas le faire toi-même. Tu vas voir, c'est très très sympa. Et on va passer effectivement sur la partie tout budget, mais là, on a encore pas mal de questions sur les Ouais. micro-forêts. Donc, Jardin-forêt égale food forest, oui, à peu près. Ouais, absolument. Et où trouver un bon plan pour ne pas payer trop cher? On va en parler. Qu'est-ce qu'il se passe si je plante un pin autre résineux dans une terre argilo-limoneuse, limite hydromorphe? Eh bien, je ne peux pas savoir. L'analyse de ton terrain me le dira. Est-ce un plan endogène ou indigène, exogène? je, je les mélange, hein, je les mélange encore. Exotique. Bon bref, donc j'ai pas les réponses précises à te donner. Il me faut une analyse de terre, très simple à faire encore une fois. Il me faut et ton les bassin. essences natives, tout ça. Donc j'ai pas de réponse précise malheureusement. J'aimerais te la donner, hein, Thomas. En retournant, on détruirait une grosse partie des micro-organismes qui fonctionnent sûrement pas. Non, le micro-organisme, alors là, simplement en retournant, pas du tout. Par contre, on va lui donner de quoi vivre, hein. Le micro-organisme qui pourrait être un peu amorphe, là, quand on lui donne de l'air, de l'humidité, de l'amendement, alors là, c'est pompe up, c'est la fête au village, hein. Non, non, c'est tout l'inverse qui se passe. Non, non, on est dans les enrichisseurs, au contraire, au contraire. Sur quelle profondeur? Ça va dépendre de l'analyse du sol, encore une fois, elle, et ouais, on va entre 30 et 50 cm seulement. Il n'y a pas besoin de plus. Faut-il également planter les arbustes et les arbres en même temps? Tout en même temps, absolument, tout en même temps. C'est ça la magie du truc, c'est qu'on fait une plantation, on a jusque fin mars, mi-avril, on plante des forêts jusque mi-avril, hein, largement. Selon les régions, dans le nord, on peut même aller jusque fin avril, ça marche encore. Donc voilà, donc oui, on plante tout le même jour, même si on peut, ou sur la semaine tranquille, mais on plante tout d'un coup, ouais, ouais, absolument. C'est même important, hein. N'oubliez pas coopération et compétition. 75% agile, 25% limon, 0 sable. Alors j'ai pas ma grille en tête, Thomas, malheureusement, je pas plus de réponses, donc c'est pas le but de la Ce que soirée non tu plus. peux faire, c'est nous envoyer un email avec ta Ouais, question précise là-dessus, absolument. parce qu'on va quand même pas prendre trop de temps là-dessus, Ouais. mais tu nous envoies, je viens de te remettre l'adresse, renvoie-nous la question et puis on prendra le temps de te faire une réponse particulière pour toi. Alors, le budget. Est-ce que vous Allez, voulez le le budget? Elle était bien cette pause question, il y en avait beaucoup en fait. oui, beaucoup de questions, c'est cool. On aime quand il y a beaucoup de questions. Le budget, le voilà le budget. Alors, comment ça marche? Ouïouïouï. Vous allez me dire ouïouïouï. Alors ça, c'est ce que j'ai extrait de ce qu'on vous donne comme tableau dans la formation. On va mettre la surface de son projet, on va mettre le nombre de plans. Alors ça, c'est fixe, hein, c'est toujours 3 plans au mètre carré. On va estimer nos jours, on va estimer combien on travaille. Alors là, 20 mètres carrés par jour, c'est si on travaille à la main. Si on travaille à la pelle mécanique, là, ça va extrêmement vite. Moi, j'ai fait 150 mètres carrés l'autre jour. On a pris 3 heures et demie, je crois, pour décaisser, faire le tas, mélanger. Et on a repris 2 heures pour réintégrer la terre. Donc ça va très vite. C'est une petite journée pour 150 mètres carrés à peine. Voilà, et c'est moi qui la conduis et je suis pas un conducteur de pelle super balèze du tout. Et c'était une toute petite pelle en plus. On aurait pu faire un peu plus gros. Alors, je vous ai mis des exemples de location de pelle. On va entre 100 et 250 euros de l'heure, ce qui fait que effectivement, selon bah, la taille de son projet, on serait entre 400 et 1000 euros. Je vous ai mis également ce qui est la solution souvent qu'on oublie un peu, c'est la location d'un gros motoculteur. Ça fonctionne très très bien parce qu'on va retourner avec le motoculteur et ensuite à la pelle, on va aller faire notre tas à côté, on va retourner encore un peu plus bas au motoculteur et on va faire l'appel. Alors, c'est plus long, bien entendu, mais en réalité, si on prend les copains et que si on est 3-4 pour faire un terrain de 100 mètres carrés, il faut la journée, mais ce sera fait en une journée, clairement.
Donc ça, c'est, vous voyez qu'on a plusieurs coûts. Une solution qui est très très privilégiée dès l'instant qu'on n'est pas trop loin des campagnes, c'est d'aller voir le paysan d'à côté. Ils sont blindés de matériel, ils le prêtent ou ils le sous-louent, c'est-à-dire qu'en gros, ils le louent tellement pas cher que c'est honteux. Et quand c'est pour des beaux projets comme ça, en général, ils viennent. Nous, on l'a vu beaucoup, beaucoup de fois. Là encore, j'ai vu 3 projets de forêt aujourd'hui. J'ai été faire plein de petits reportages. Et à chaque fois, c'est les agriculteurs locaux qui sont venus prêter main forte avec leur matériel. Donc, il n'y avait pas de location en réalité. Ensuite, pour les amendements, je vous ai mis quelques prix pour les amendements les plus chers. Donc, en gros, un des amendements les plus chers, ça va être le broyat de bois. Ça vaut 50 euros le mètre cube. Un mètre cube, c'est 600 kilos. Nous, il nous faut à peu près 900 kilos pour 100 mètres carrés dans un amendement le plus riche en broyat de bois. Donc, je vous avais vraiment mis les extrêmes hauts là-dessus. Donc, ça veut dire que pour amender 100 mètres carrés, on aurait besoin de 75 euros. C'est vraiment rien du tout. La paille, à chaque fois, on voit, souvent, on m'a posé la question, tiens, il y a vraiment beaucoup de paille, ça doit coûter super cher. Ben, en fait, non, il faut à peu près 200 kilos de paille pour pailler en fait la fin du projet quand on le laisse reposer pour 100 mètres carrés. Et une balle de paille, ça fait 300 kilos, hein, les grosses balles rondes que vous voyez dans les champs là. Et ça vaut, voilà, ça va vous coûter 12 euros. Donc c'est vraiment, ça vaut rien du tout. Les tuteurs aussi, quand on a des tuteurs, on se dit ah mais les tuteurs ça coûte super cher. Bah non, nous il nous en faut à peu près 200, entre 150 et 200 dans une forêt. Tout n'est pas tuteuré. Et ça vaut 80 balles les 500 tuteurs, donc c'est vraiment pas très cher. Les piquets, le grillage, je vous laisse lire. C'est vraiment des choses qui sont pas chères du tout. Quand on remet du compost, en fait, eh ben, il nous faut très peu de compost. En fait, quand on rajoute un compost, on en rajoute assez peu pour amender. Alors, ça pourrait être plus si on devait amender plus, mais en réalité, on va pas chercher dans des choses très très chères. Alors, les plants, eh bien, ça va entre 0,80 et 15 euros. 15 euros, c'est des plants extrêmement chers. Alors, les plants qu'on utilise, c'est important de le préciser. On nous pose souvent la question, peut-on planter en graines? Alors oui, on peut. On risque juste beaucoup de mortalité. Nous, on privilégie vraiment les sions. Les sions, c'est des plants qui ont entre 16 et 24 mois. Donc, qui sont assez jeunes pour s'implanter encore à peu près partout, mais qui sont assez vieux pour savoir qu'ils vont être robustes. Et surtout, ils ont déjà en fait 1 an et demi, 2 ans de pousse. Ce qui fait qu'on va planter des sions qui font faire déjà 50, 80 cm jusqu'à 1,20 m. Et en fait, on gagne les 2 années en garantissant la mortalité. Ici, par contre, on est dans la version chère des choses. Si on veut mettre de la graine, ça vaut moins cher. Par contre, c'est beaucoup plus lent, c'est-à-dire que les 2 premières années vont être dédiées en fait par ces graines à pousser, construire leur système racinaire, faire une première micro-pousse sur la première année, se mettre en sommeil le premier hiver, pousser et conforter son système racinaire la 2e année, et à la 3e année, alors là par contre ça va très vite, mais effectivement les 3 premières années on a l'impression qu'il se passe rien dans la forêt, et on se dit ouh là là, ça va vraiment pas vite, je pensais que ça irait plus vite. Mais oui, en fait cette chose-là est exponentielle, c'est-à-dire qu'au départ ça va tranquillement et qu'après ça pousse extrêmement vite. Une forêt en graines à 5 ans est extrêmement déjà dense en réalité. Mais voilà, par contre, on risque une surmortalité parce que tout ne va pas forcément se raciner. Voilà, c'est plus compliqué de faire pousser les graines que d'acheter les sions directement. Alors, on peut les acheter, on peut en échanger, on peut embouturer, on peut, si effectivement on est sûr des essences qu'on utilise, on peut aller les chercher dans les forêts avoisinantes et natives. Et effectivement, on peut aller se servir dans la forêt, et ça c'est très cool. Donc il y a vraiment tout un tas de possibilités. Tout ce travail ici de coût, en fait, nous, on l'a intégré vraiment, vous voyez, on a même intégré les outils, la binette, le râteau, les choses que vous n'auriez peut-être pas, qu'il faudrait acheter. Tout est mis dans notre outil, en fait, ici, pour que, au moment du projet de la forêt, au moment de la constitution de votre projet, vous ayez aucune surprise à la fin. Vous n'aurez pas de surcoût quand vous aurez bien rempli toute cette partie justement du tableur qui vous accompagne. En fait, ça c'est une partie d'un tableur qui a multiples onglets, et en fait ce tableur il vous accompagne du début du projet jusqu'à l'entretien. On a tout prévu dedans. C'est extrêmement pratique, efficace, bien fichu. Donc voilà. Les amendements, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on en a tout un tas, hein, paille, chènevrot, la céréale bien sûr, le lombricompost, on en a parlé un tout petit peu parlé, le compost naturel, le compost qu'on fait soi-même. Donc bien sûr, s'il y a besoin, c'est
pour ça que tout à l'heure, je t'ai pas répondu, je sais plus qui posait la question, mais je n'ai pas la réponse puisque j'ai pas l'analyse de ton sol. Avec l'analyse de ton sol, on pourrait se dire, bah, c'est cool, j'ai mon compost à moi, il va très bien, il est parfait pour fertiliser ce que j'ai besoin de fertiliser. Donc, vous voyez qu'on a seulement 3 types de l'aérateur, c'est-à-dire si on a une terre qui est très dense au départ, qui est très costaud, très tassé, etc. Et on va le voir avec notre analyse de sol. À ce moment-là, on met de l'aérateur. Et l'aérateur, ça va permettre justement, encore une fois, à l'eau de se garder. Ça fait aussi rétenseur d'eau, mais surtout au système racinaire de pouvoir pénétrer beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément et beaucoup plus facilement. Ce qui fait que quand un arbre fait ses racines vite, après il peut se concentrer sur sa pousse. C'est une des raisons pour laquelle une méthode de type Miyawaki pousse très 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 vite. Alors ensuite, bah voilà, les plus coûteux vont être les fruitiers et les plus grands sions. Voilà, parce que en fait, les pépinières qui font pousser ça au départ ont pas mal de mortalité aussi. Ici, dans les fruitiers ou dans les plus grands arbres, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est les plus chers, ça va être des plants qui vont allez, je vais vous dire, pour les moins chers, on va être dans les 2-3 euros le plan et jusqu'à 15 euros pour les plus chers. Mais là, on est vraiment déjà dans des choses très très chères. À 15 euros, il y en a peu. Mais par contre, c'est ce qui représentera 15 à 20% de votre forêt seulement. C'est-à-dire que les plus chers ne sont pas les plus représentés. Clairement pas. Sûrement pas. Là, je vous ai mis, pour ajuster le pourcentage, en fait, un exemple de tableau, toujours le même tableur qu'on vous donne dans la formation, bien entendu. Et en fait, quand vous avez choisi vos arbres selon votre région dans le tableur, selon le type de forêt que vous voulez faire et selon la conformité à la méthode, alors à ce moment-là, vous avez ici votre pourcentage qui s'affiche et donc vous savez exactement régler à l'arbre près ce qu'il vous faut dans votre forêt. Et du coup, pour passer votre commande, vous avez à la fin la feuille de commande à aller envoyer chez votre pépinière ou à trouver. Et donc, vous pouvez faire votre petite récolte de commande comme ça. Donc, on voit qu'en réalité, les plans qui peuvent être inquiétants, c'est pas ce qui représente le plus cher forcément dans une forêt. Je vous ai mis ici un ratio entre une micro-forêt qui va coûter, si on achète tout, j'entends bien si on achète tout, entre 20 et 30 euros le mètre carré, matériel compris, location comprise, des outils, etc., etc. Par contre, à 2-3 ans, il y a 0 entretien, sachant que le premier entretien, la première année, c'est un peu d'arrosage si besoin. En général, il n'y a pas besoin. À la plantation, oui, mais après, on n'arrose normalement quasiment plus. Alors, à moins de grosses sécheresses sur la première année, auquel cas, il faudra donner un petit peu d'eau, mais pas énormément. D'ailleurs, on va vraiment retenir l'eau, donc de toute façon, très peu. Et puis, l'entretien, ça va être aussi de vérifier que la pousse se fait correctement et que faire si jamais ça ne poussait pas correctement. Bon, bien sûr, on détaille tout ça encore une fois. Et ça va être aussi l'arrachage des mauvaises herbes. Les premières années, je dis bien arrachage, je dis pas traitement, surtout pas traitement. On n'est pas là pour faire du traitement. Non, non, on va arracher tout simplement. Alors d'aucuns me diraient oui, mais il restera un trou ou autre chose viendra pousser. Oui, mais pendant ce temps-là, ma forêt, elle a le temps de prendre sa place et du coup, chacun trouvera sa place un peu plus tard. Voilà. Que dire? Oui, donc ça va vous coûter entre 2 000 et 3 000 euros pour 100 mètres carrés si vous achetez tout, si vous louez tout et si vous faites toujours au plus cher. Là, ici, vous retirez entre 400 et 1 000 euros si vous êtes au motoculteur plutôt qu'au tracto que vous avez loué. On est clair là-dessus. Donc, je vous ai mis un exemple, en fait, un entretien de terrain nu si on garde un terrain nu hors matériel. Donc, hors matériel, parce qu'on suppose que vous avez une tondeuse, que vous la renouvelez pas tous les jours, voilà. Donc, un entretien, alors ça c'est simple, j'ai été prendre tout simplement sur le syndicat des paysagistes et j'ai pris en fait les prix moyens des paysagistes jardiniers de France. Donc ouais, il suffit de pas trop s'embêter là-dessus. Et effectivement, on arrive à quelque chose qui va coûter pour 100 mètres carrés entre 400 et 800 euros par an. Ça paraît pas, mais l'entretien d'une plaine, ça coûte assez cher. Et là, normalement, vous allez me poser une question. Oui, mais est-ce qu'il n'existerait pas des petites subventions? Alors, si vous ne me la posez pas, je vous la pose. Sachez qu'il y a un grand plan national des forêts donné par Emmanuel Macron très récemment qui veut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Que depuis toujours, en fait, il y a toujours eu des encouragements à la plantation faits par les régions d'abord, c'est leur rôle, les mairies ensuite. Il existe beaucoup, beaucoup de mairies qui ont en fait des plans d'éco, quelque chose de reverdissement peu importe la méthode, en fait. Eux, ils sont là pour subventionner certaines méthodes.
une méthode qui plante une forêt, ils sont très très friands, voire même, puisque c'est très participatif la plantation d'une forêt Miyawaki, puisque le jour de la plantation, on amène du monde sur la préparation du terrain, on peut amener du monde et tout. Ces choses qui sont à la fois citoyennes et écologiques et économiques sont très prisées par la cité, quoi, par les villes tout simplement. Donc il existe tout un tas de subventions. J'ai fait une petite recherche très rapide tout à l'heure sur quelques régions, vous voyez. Alors c'est une liste totalement non exhaustive, hein, elle est loin d'être finie. Ça c'est une recherche que je vous ai mis tout à l'heure. Ça m'a pris à peu près 10 minutes à trouver ces subventions-là. Donc on a la ville de Reims, alors ça me concerne, je suis pas très loin, qui a par exemple 2 projets par an qui ont 5 000 € chacun de ces projets. Donc, ils ont financé, par exemple, 3 forêts Miyawaki grâce à ces 5 000 €, sachant que la préparation des sols a été faite par la ville. C'était compris dedans. La région, ensuite, la région Grand Reims et la région Grand Est et le département de la Marne ont chacun leur subvention. Vous voyez, le département de la Marne, par exemple, je l'ai mis ici, ils ont des subventions où ils financent 90% d'une plantation dans un cadre un peu spécifique. Alors, ça peut être des financements faits pour les paysans, au travers des financements européens. Ça peut être les chambres d'agriculture, ça peut être bien entendu les grandes régions aujourd'hui, ça peut être l'État également qui finance. Il y a des financements de partout, il faut savoir. Nous, ce qu'on propose, c'est financer votre forêt, vous, en fait, bien entendu, pour une bonne raison. Bah, déjà, c'est sur terrain privé. Alors, sur terrain privé, il existe des fonds privés qui font du cas par cas. Je vous ai mis ici un fonds de placement pour plantation agroforestière. Vous voyez, ça existe, ça s'appelle AFTER. Donc voilà, vous avez aussi l'association Duramen qui fait ce genre de choses. Donc là, on est chez des privés qui financent des choses étatiques ou de privés. Il existe tout un tas de choses. Ne comptez pas dessus. Moi, je vous le dis, ne comptez pas dessus. C'est pas que ça n'existe pas, c'est pas que c'est compliqué à avoir, mais la réalité, c'est que rien que cette économie-là par rapport à une prairie, et même si ici vous dites, bah non, ça me coûte pas ça et que ça me coûte beaucoup moins, oui, de toute façon, sur plusieurs années, ça coûtera largement plus qu'une forêt qui en plus n'aurait pas une valorisation foncière énorme pour vous. Donc voilà, oui, je vous ai mis ça d'ailleurs. Ouais, exemple, ah oui, la moins chère des forêts qu'on ait vues, c'est 1200. Ouais, je vous ai pas dit ça. Oh là là, Cédric, j'ai pris mon exemple tout à l'heure, j'étais content. J'ai trouvé la moins chère que j'ai trouvé moi, ça se trouve, il y a moins cher. Tout outillage, je vous disais, grillage, récup paysan, etc. Les sions achetées étaient pour 800 € à peu près. C'était un petit peu plus, je crois, 813 €, un truc, c'était très précis. Donc voilà, je vous ai arrondi ça. Il y a eu des sions données, il y a eu des boutures, il y a eu des choses récoltées en nature, tout simplement. Les abonnements, 75 €. Et je vous ai mis ce qui avait coûté cher, c'était la bière et le barbecue, ce qui est vrai. Et le cadeau pour l'agriculteur qui a prêté et fait de la récup. Donc c'est le fait, il y a 350 € sur cette forêt qui sont hors forêt précise. Parce qu'il y a eu un gros barbecue de fait entre les planteurs et tous ceux qui ont aidé cette personne-là ici à planter sa forêt de 150 mètres carrés. Donc, effectivement, vous voyez qu'on peut tomber à moins de 1000 € la forêt, clairement, plutôt facilement en réalité. Voilà, on a pas mal d'exemples qui tournent effectivement toujours quand même autour des 1500, 2000, 2500, 3000 pour ceux qui vraiment achètent tout. Et souvent, quand on est à 3000, c'est que le tractopelle a été loué, que c'était un gros et qu'ils ont loué le conducteur avec. Là, ça coûte plus cher, on a le temps horaire de la personne qui conduit, c'est normal. On va refaire un petit point question peut-être. Oh que oui. Oui, il y en a. Il y en a quelques-unes. Prenez le temps, oui, c'est pas con ça. Prenez le temps de faire des captures d'écran, c'est vrai, c'est pas bête. Alors, nous en étions où? En retournant, on détruirait une grosse partie, on a répondu. La profondeur, on a répondu. Le test vocal, on a répondu. À partir de quand peut-on enlever les grillages de protection des prédateurs? Eh bien, à partir de la 2e année. Logiquement, à la fin de la 2e année, la pousse est largement suffisante. Les forêts que j'ai été visiter tout à l'heure avaient 1 an et demi et 3 ans, et seulement une avait encore son grillage. L'autre, ils avaient ceinturé avec un anti-passage de gens. Voilà, donc c'était des cordeaux, mais ça poussait très très bien, il y avait vraiment plus besoin. Donc on était en milieu urbain, donc il y avait moins de prédateurs de toute façon, il y avait moins voilà, pas de chevreuils clairement dans l'endroit où c'était par exemple, les chevreuils qui bouffent tout. Donc voilà, et puis l'autre qui était très très rural tout à l'heure que j'étais visité avait 3 ans, mais elle était déjà tellement dense que de toute façon il ne pouvait plus rien se passer pour elle. Elle est partie, elle a 95% de survie, cette forêt. Il y a à peine 5% de mortalité. C'est la mortalité due à la compétition normale.
Et en fait, c'est une mortalité qui est voulue parce qu'elle va enrichir ensuite également les sols. Donc ça, c'est juste parfait. J'ai vu la micro-forêt parfaite tout à l'heure, c'est épatant. 2 fois 150 mètres carrés précisément. Prenez le temps de faire une capture d'écran. Oui, Leslie, on va prendre le temps de faire une capture d'écran. Vous l'avez faite? Petit sondage. Ah oui, quel budget avez-vous pour votre projet? Tiens, c'est un bon sondage, ça. Le moins cher possible, oui, sans doute. Racine nue alors? Oui, racine nue, racine peau. En fait, les deux fonctionnent, hein, tout fonctionne. Bonsoir, Marie Suisse, désolé, j'ai oublié. Oh là 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 là, Marie, tu vas être punie. On va Oui. t'attacher à un arbre. Alors, 3 plans fois 5000 mètres carrés, 15 000 plans. Ah, sur 5000 mètres carrés, ouais, ça pique. C'est pour ça que dans ce genre de gros projet, on a tendance à faire un bout de micro, ensuite un autre bout de micro, et ensuite on attend quelques années, on fait du bouturage. Donc au final, ça coûte plus rien. Les 2 premières coûtent un peu, et toutes les autres, tout l'étalement de la forêt ensuite ne coûte plus rien. Budget 0 pour l'instant, d'accord. Maison pour changement de région, bah oui, logique. J'avoue que niveau budget, je ne sais pas trop. Pour le moment, rien, mais je pensais mettre 30 à 40K. Ça va, on est tranquille. Ah, on peut faire de la forêt avec ça. Bah, envoie au maire, on va s'en occuper, on en plante. Nous, de toute façon, on a tout un réseau pour ça. 2000 euros pour 100 mètres carrés, 1,5 hectare par personne, 300 000 euros. Ah ouais, bah si tu veux faire une forêt nourricière, Alain, ah oui, clairement. La forêt nourricière, c'est le jardin forêt, c'est la bonne solution pour la forêt nourricière. Parce qu'on a des légumineuses en dessous, voilà, on va travailler même sur la strate interne, en fait. Ce qu'on fait pas sur une forêt productive type fruits, noix, ce genre de choses. Après, on peut aller chercher d'autres nourritures en forêt classique autour de toi, s'il y en a. Et ça, on en trouve, hein. Ça, moi, je suis pas le plus grand des connaisseurs des forêts nourricières, mais je connais par contre le nombre d'hectares nécessaires. Alors, les aides sont souvent réservées à des publics précis, propriétaires forestiers privés, collectivités publiques, non, aussi beaucoup pour les paysans, non, aussi beaucoup pour les particuliers. Et en fait, chaque projet, surtout par les mairies, est étudié. On trouve vraiment des financements. Ça vaut le coup en fait d'essayer de Ouais, demander, c'est clairement. absolument. Parce En qu'il y a fait, il y a plein d'aides dont on n'est pas forcément au courant, des choses comme ça. ouais, Donc, complètement. Et en fait, les mairies qui voient arriver des projets comme ça, qui en plus intègrent, souvent on intègre les écoliers, on leur fait planter. Et alors là, c'est le sésame magique pour dire, voilà, sésame, ouvre-toi, bah oui, oui, bah, on va intégrer des écoliers, ils viendront planter, ils pourront s'en occuper, etc., etc. Une des forêts que je suis allé visiter tout à l'heure, justement, est plantée dans la cour d'une école, enfin dans la très grande cour d'un jardin école, en fait. C'est les instituts qui se sont occupés la première année de l'entretien. Et aujourd'hui, chaque élève en fait a son arbre. Et donc la plantation, chaque élève regarde pousser son arbre, etc., etc. Donc ça plaît à mort aux mairies. Et en plus, le budget, il n'est pas fou pour une mairie. On n'est pas dans un délire, quoi. Comment implanter de ce forêt de ce type lorsque des essences sont déjà implantées autour? C'est ce qu'on mettait dans le plan tout à l'heure. Alors ça dépend, chaque cas est unique. Si c'est déjà très dense, eh ben, on va aller à côté. Et si on a juste un arbre par un arbre par un arbre, comme ça se voit, eh ben, en fait, on va s'implanter vraiment autour de ces arbres. Ça se fait. Est-ce que les plants issus de graines sont plus costauds sur le long terme? Non. Non. Ni plus ni moins. Par contre, il y a plus de mortalité quand on part de graines parce que le système racinaire premier qui se développait très fortement les 2 premières années. Non, en fait, puisque on retourne notre terre, qu'on amende et qu'on aère, le système racinaire de notion, donc les 16-24 mois, va extrêmement vite. Il passe sa première année à faire de la racine, de la racine, de la racine, puisqu'il n'a pas de force à avoir. Et du coup, il va faire un système racinaire, voilà, comme s'il était vraiment natif en graines. L'année dernière, j'ai acheté 100 arbres pour 88 euros. Ouais, 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 Noisetier Charles-Boulot premier, absolument, absolument. Ça ça coûte. paraît vraiment pas cher, 88 Non, euros. mais ça se fait, ouais, ça se trouve, ça se trouve. Des fois, Ouais, c'est des ouais, lots ouais, Thomas, où est-ce que t'as chopé ça? très Si tu peux intéressants. me donner mon plan. Ouais, des 2 ans, ouais, ouais, ça se fait. C'est des lots, hein, sûrement, peut-être même des fois des fins de lots, hein. Les pépiniéristes, des fois, ils ont ça sur les bras. On sait que les sions, c'est ce que les gens vont vouloir parce que c'est ce qui va vraiment s'implanter sans mourir. L'arbre qui va passer les 2 ans et demi, 3 ans, en fait, les clients simplement n'en voudront plus. Donc, des fois, c'est une fin de lot, ça se peut. Ou sinon, c'est un prix normal d'un pépiniériste champion, hein, ça existe, hein. Alors, aubépine, premier sauvage et noisetier, d'accord. Sur internet, pépinière, boucherie. Ah ben voilà, donc des fois c'est des lots, ouais, ou des gens qui font effectivement du volume, tout simplement, hein. Ça se fait en pépinière, le volume aussi, qui réduit les coûts, et donc ils vous vendent pas cher. Donc ouais, ouais, c'est largement possible. C'est pour ça que je vous dis, le coût est un faux problème, c'est pour ça qu'on voulait le traiter en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est largement facile
à contourner par tout un tas de moyens. Déjà parce qu'on Oui, a... disons que 2 à 3 000 euros, c'est la référence qu'on vous donne Ouais. pour la fourchette. Alors, bien évidemment, comme c'est comme partout, c'est à partir du moment où vous avez le temps, vous avez la volonté de dénicher les bons plans, les choses comme ça, ben forcément, pareil, hein, que vous preniez ou pas une pelle mécanique, ben ça va jouer sur le coup. Donc, tout est une question du temps versus de l'argent que vous avez à votre disposition. Mais c'est voilà, ça vous donne quand même un petit référentiel. L'entraide entre les arbres est-il aussi forte dans une mini-forêt que dans une forêt naturelle mature? Ah bah complètement. Ouais, ouais. On recrée absolument un écosystème comme si l'homme n'y avait jamais foutu les pieds. Clairement. Donc c'est vraiment ça le principe fort de la méthode Miyawaki, c'est une observation absolue de ce que la nature fait quand on n'est pas là et une recréation totale de ce qu'elle ferait si on n'était pas là. Donc on l'aide un peu au départ et c'est pour ça qu'en fait il n'y a plus du tout d'entretien derrière la deuxième année, troisième année max. Tout simplement parce que bah, la nature, elle fait son taf, quoi. Elle a des millions d'années d'évolution. Nous, on est bien gentils, mais en fait, on va pas lutter là-dessus. C'est juste vraiment très bien fait. Si ces essences-là ont poussé là et ont coopéré là et se sont mises en compétition ici, c'est que ça fonctionne. Sinon, l'évolution est claire, ça ne fonctionnerait pas. Je n'ai pas de place autour un écart et je n'ai que cet espace. Faut-il raser d'abord les arbres pour en mettre d'autres? Ce serait dommage, mais chaque cas est différent, ça peut arriver. Si on a des arbres en fait qui effectivement ont une utilité économique et qu'ils n'étaient pas forcément natifs ou tout ça, et bien des fois la revente de ce bois, par exemple, bois d'œuvre souvent se vend plutôt cher, a une logique en fait parce que ça va te financer ta forêt tout simplement. On peut prélever des petits arbres en forêt. Oui, absolument, on peut prélever des petits arbres en forêt. Et Brisevent, pardon, et c'était pas 88 euros, mais 82 euros hors livraison. Oh là là, c'est la chute des prix. Bravo Thomas. Et le détail. On a pris, moi j'ai pris le nom de la pépinière, hein, du reste. Oui, Hein, oui, bien faut aller sûr. voir. Merci, Mais, merci en tout cas mais ouais, beaucoup carrément. Thomas pour ton retour et ton partage carrément. Alors en fait, la règle pour les arbres en place, c'est qu'on creuse à 2 fois leur panoufle, la largeur de leur panoufle, enfin 2 fois, une fois de chaque côté. Donc on prend la largeur de la panoufle, on rajoute ici, et en fait ça c'est le système racinaire. Donc ça c'est assez costaud, et donc le système racinaire, soit vous avez des arbres avec des racines rampantes, donc auquel cas bah, on creuse pas, en fait on fait pas, soit on a des racines plongeantes, auquel cas, passer la panoufle, on peut commencer à creuser, et en fait on va décaisser petit à petit selon le décaissement de la racine elle-même. Mais on le fait. On va pas très profond, hein, je vous rappelle, on va entre 30 et 50 cm, on n'a pas besoin de plus. Donc les racines sont en général plus basses que ça pour les grands arbres. Merci Thomas pour ton retour. Cool. Voilà un petit peu. Ouais. J'ai Alors, quelques exemples d'implantation si ça vous intéresse, et puis après, on va vous poser la question sur la suite, c'est vous qui allez choisir. Oui, on va choisir. ensuite, on a deux choses, c'est-à-dire que comme il y a quand même pas mal de gens qui ne nous connaissent pas ce soir, Ouais. moi je vous propose de vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes qui on est, quels sont nos projets pour cette année, si ça vous intéresse. C'est pour ça que on a besoin de vos retours. Choix numéro 1. Et choix numéro 2, bah, c'est pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la formation. Ouais. On peut se prendre un petit temps. Pareil, c'est vous qui décidez. Choix numéro 2, se prendre un petit temps dans la formation pour Et, parler de la formation. et troisième choix, le choix arbre, c'est qui prend les 2 choix en même temps. Vous mettez arbre et du coup on vous fait le 1, on vous fait le 2. Et on va, en Allez, on attendant, vote. je pense que tu peux montrer les petits Ouais, exemples d'implantation. je fais Je pense mes que ça peut exemples d'implantation. Votez pendant ce temps-là. Donc, Les projets vous de voulez formation. savoir un petit peu qui on est, quels sont nos projets? Ce sera pas très long. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a en tête, enfin, qui on est et ce qu'on a en tête. Donc ça, c'est le choix 1. Le choix 2, c'est si vous souhaitez qu'on vous parle un petit peu plus de la formation. Et le choix arbre, c'est les deux d'un coup, le Deux package d'un coup, vous êtes global. gourmand. On est on est vraiment ouais, dans la forêt nourricière, hein. Enfin, dans le Webby choix 1. Alors, en attendant que vos choix arrivent, moi je vous vois plus pendant ce temps-là. Donc je vais vous montrer quelques exemples d'implantation. Continuez de voter 1, 2 ou arbre. Les exemples d'implantation, alors on a différents types d'implantation naturellement, le terrain privé, la collectivité et les entreprises. Collectivité, il y a beaucoup de projets avec les écoles, encore une fois, j'insiste là-dessus. On a beaucoup de projets avec les EHPAD aussi, qui ont souvent du terrain un peu laid, un peu moche, un peu fricheux, et du coup remettre de la forêt est logique, alors déjà pour les habitants, et en plus
puisqu'on va aller collecter les élèves des écoles pour planter, etc., et ben on va faire un lien intergénérationnel qui fonctionne très très bien. Les collectivités aiment beaucoup ça. Et puis les entreprises naturellement qui ont des zones industrielles à revitaliser, qui ont souvent des terrains en fait perdus parce qu'ils ont acheté du terrain, ils ont mis ce qu'ils avaient à mettre dessus, quelles que soient les entreprises. Imaginez 9 places de parking, une forêt. Imaginez un hyper marché très très grand de périphérie de ville. Sur son parking, il pourrait accueillir une bande de forêt incroyable qui revitaliserait vraiment vraiment l'espace et qui pourrait reverdir complètement les choses, beaucoup mieux que ces zones commerciales qu'on veut un peu green aujourd'hui, mais où il y a un arbre par-ci par-là, qui sont là pour faire joli, mais qui sont pas là pour vivre en fait vraiment. Et au pire, de toute façon, s'ils meurent, on les remplace entiers. Et on voit pas la différence. Là, on est vraiment dans une démarche beaucoup plus éco-responsable, évidemment d'ailleurs. Alors, un exemple d'implantation sur un terrain privé. Alors, voilà une information qui va vous intéresser. Une forêt qui doit faire minimum 100 mètres carrés n'est pas obligatoirement une forêt ronde ou carrée d'un bloc de 100 mètres carrés. Ici, on a une implantation où en fait, on va garder une bande de 4 mètres minimum. Ça, c'est le minimum pour implanter notre forêt. Alors pourquoi ce 4 mètres? Justement pour une espèce d'autoprotection de la forêt contre vent UV, marée, etc., etc. Le 4 mètres nous donnera une densité tellement bonne qu'en réalité, on peut faire une bande de 4 mètres sur 25 mètres et on aura notre 100 mètres carrés comme ça en haie brise-vue, brise-vent, bien entendu. Et fraîcheur également, si vous mettez ce genre de haie côté sud, eh bien, vous allez justement avoir des zones d'ombre tout le temps. Parce que forcément, vous aurez l'ombre qui sera procurée par le soleil qui lui sera au sud, naturellement. Donc ça, c'est des solutions. Et vous voyez qu'en fait, ici, on a une implantation vraiment de micro-forêts. Et puis là, en fait, on avait les anciens arbres et arbustes qui existaient. Donc on a intégré ça le mieux possible. Ça, c'est vraiment une brise-vue, brise-vent qui était là pour, en plus, mettre à l'abri cette piscine ici qui était là. Piscine d'ailleurs dans ce projet-là qui était une piscine éco avec une filtration, avec un système de marée, je sais plus quoi, de plantes filtrantes et tout ça, c'était chouette ce truc. Donc voilà. Implantation urbaine, donc là on a une carte du ciel tout simplement, et vous voyez qu'on peut aller se mettre une petite micro-forêt là, une petite micro-forêt là, une petite forêt là, de la haie ici. Ici, si on veut garder le terrain, on peut très bien mettre micro-forêt, et puis finalement ici le terrain utilitaire. Ici, c'est un parking qui n'est pas du tout une micro-forêt. Vous voyez qu'on a une seule essence d'arbres, des arbres bien alignés pour que les voitures puissent se mettre au milieu. Ici, cherchez pas docteur, toutes les villes ont ce genre de problème aujourd'hui pour celles qui ont reboisé de cette manière-là. Ils ont des arbres malades, donc des grands arbres, des vieux arbres malades qu'il faut abattre. Parce que de toute façon ils sont hors de santé, et en fait les citoyens se mettent vent debout, font des pétitions pour ne pas abattre les arbres, alors qu'en réalité c'est la plantation au départ qui était pas bonne, quoi. Évidemment, en ne diversifiant pas suffisamment les forêts, tous les arbres là sont en souffrance, et la moindre maladie, il n'y a pas de contre-espèce qui puisse elle avoir justement une résistance à la maladie qu'elle puisse transmettre. Donc ça, voilà, ça arrive tout le temps, hein. Dans les villes, on voit des projets de grands arbres qui se font dégommer. Toutes ces alignés de grands platanes aussi, qui sont des arbres très résistants, les platanes, mais s'il y en a un qui est malade, tout le reste est à abattre. Donc c'est comme ça. On peut imaginer ce genre de plantation. Donc ça, c'est une plantation qui existe aujourd'hui, qui en fait est dans cette usine-là, qui permet maintenant aux employés de l'usine d'aller faire leur pause fraîcheur ici dans la forêt. Donc vous voyez que les formes, là on s'est amusé à faire justement la forme qu'on a bien voulu. Ça, c'est presque Mercedes, c'est dommage. Ou un petit Peace and Love, ça aurait été sympa. Mais voilà, on fait vraiment les formes qu'on veut, parce que dès l'instant qu'on a besoin de se balader dedans, d'aller chercher de la fraîcheur, et de faire une forêt qui pourrait avoir par exemple quelques fruitiers par là, etc., ça c'est très cool, et il faut se prévoir des passages si on a envie. Les forêts que j'ai été visiter tout à l'heure sont des forêts qui sont faites pour être denses, sans visite à part autour. Donc là, il n'y a plus du tout de passage, et à 3 ans, on peut plus la pénétrer déjà, la forêt. Les animaux y arrivent, nous, on n'y arrive plus. Donc voilà. Alors, créer une micro-forêt ne prend pas beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Demande de l'entretien, très très peu. Demande beaucoup d'espace, non. Et c'est pas seulement à la campagne, même si à la campagne, ils sont très friands de micro-forêts Miyawaki, pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à réimplanter des haies. Et on parlait des subventions tout à l'heure. Toutes les haies agricoles qu'on a besoin de replanter sont toutes entièrement subventionnées, entre 80 et 100%,
de la plantation. C'est même contrôlé par l'ONF, hein, tout ça, justement, et c'est l'Organisation nationale des forêts, justement, qui s'occupe justement d'aider aux subventions toutes les villes, villages et régions pour faire tout ça. On va aller voir si vous avez des petites réponses à arbre, un, forêt. Oh là là! Il y en a plein. Vous n'êtes pas beaucoup à répondre. Oh, moi je suis pas d'accord. Ah ouais. Vous êtes 109, vous êtes 10 à participer. Je vous rappelle, hein, c'est oui, non ou arbre. Là, c'était Ok. 1, 2 ou arbre. Vous avez le droit de dire autre chose qu'arbre, mais on vous demande vraiment de participer. On est tous là avec notre énergie. Donnez-nous-en un peu. On a besoin de récolter votre énergie. C'est clair. Hi, Bon, West en of attendant, je vais vous expliquer un petit peu qui on est. Pour tous ceux qui ont répondu, les autres, bouchez-vous les oreilles. Voilà. Ah, mais non, je suis pas remonté assez. Oh, mais si, il y en a plein, pardon. Ouh là là, c'est moi qui remonte pas Il y en assez. avait J'ai pas mal. rien dit, j'ai J'ai rien dit. trouvé qu'il y en avait Oui, pas mal. c'est pas mal. Je te trouvais un Vas-y. petit peu gourmand sur cette partie-là. Ah ouais, pardon. J'avais pas vu. Alors, en fait, nous sommes Cédric et moi. Nous sommes les. Je vais arrêter le chat parce que je me fais, je me fais attirer par arbre. Bah, bien sûr. Nous sommes. Alors moi, je suis Leslie. Cédric, c'est Cédric. Nous sommes les co-dirigeants de Permaforest. Voilà, nous sommes tous les deux. Donc vous avez l'honneur de nous avoir ce soir. Non, c'est une blague. Oh, genre. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme ambition? Permaforest, c'est quoi? Alors, Permaforest, aujourd'hui, nous sommes un écosystème qui est principalement développé en ligne, puisque nous aidons les particuliers, surtout, à planter des microforêts chez soi. Nous avons une très belle ambition, c'est de nous déployer cette année 2023, en plantant un grand minimum de 500 microforêts sur cette année. Et vous allez voir que sur les années 2025, on a un objectif qui est encore bien au-delà de ça, puisque voilà, 500 forêts, bah, pour nous, on aimerait. Ça représente quoi? Ça représente 200 000 arbres environ. Ouais, à peu près 200 000 arbres. Et on veut passer le million d'arbres plantés pour 2025. Donc, on a du boulot. Donc, comment on va faire ça? Puisqu'on va pas les planter juste Cédric et moi et avec nos petites mains, sachant que nous sommes 4. Hein, vous avez pu apercevoir Alexandra dans le chat et il y a Enora aussi que vous pouvez apercevoir dans les mails, etc. Donc, nous, on va en planter clairement, mais clairement, on va pas pouvoir en planter 500. Donc, pour ça, on a en fait le développement de 3 pôles différents. Le premier, c'est le pôle particulier, donc c'est ce qui vous concerne directement. Vous allez voir que vous allez potentiellement être concerné par les autres. Le pôle particulier, c'est quoi? Bah, nous, notre action, c'est de faire en sorte que il y ait un maximum de particuliers qui passent le pas de planter une microforêt chez eux, sur du terrain, sur des terrains qu'ils ont. Et donc pour ça, ce qu'on vous met à disposition, c'est plein de conférences thématiques sur le sujet, sur la méthodologie qu'on prône nous, pour vous cultiver par rapport à ça et vous aider à ce que ces projets sortent enfin de terre. On a grosso modo une thématique par mois. Qui est vraiment saisonnière, puisque ce sont des activités qui sont sur un calendrier bien précis. Donc, on va vraiment vous caler ça dans le calendrier. Et on est aussi en train de contacter énormément de spécialistes sur plein de sujets pour que vous avoir les meilleures ressources possibles. Donc, des spécialistes, ça va être des scientifiques, des chercheurs, des pépiniéristes qu'on sélectionne, qu'on appelle. Voilà, on fait tout ce travail-là en ce moment. Des paysagistes aussi. On a un une grosse période paysagiste. Je vais vous en reparler juste après. Et aussi, en fait, toutes les personnes qui ont déjà planté des micro-forêts chez soi, chez elles-mêmes, pour qu'on puisse vous donner aussi un petit retour d'expérience de particulier qui est passé le pas. Bien sûr, vous avez la possibilité à chaque fois, maintenant vous le savez, maintenant que vous êtes en conférence avec nous, on vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines, c'est les lundis pour l'instant. Bon, ça peut changer éventuellement, mais en tout cas, là, on a trouvé notre petit rythme.
Tous les 2 lundis, on est en live et donc vous êtes toujours tenus au courant par mail, hein, de ce sur quoi on fait et de ce sur quoi on va parler et on commence à avoir un joli catalogue de plein de conférences thématiques et donc si vous souhaitez, bah, vous pouvez avoir accès au replay. On vous prépare pour septembre le premier sommet de la microforêt en France qu'on commence déjà à préparer, voilà, un petit peu maintenant. Donc, bah, déjà, dites-moi si ça vous botte, déjà tout ça, si ça vous paraît adapté à vous, si vous êtes prêts à nous suivre, à venir avec nous en live. Ben voilà, nous poser vos questions, hein, puisque À planter. pardon? S'ils sont prêts à planter. Si vous êtes prêts à planter, ouais, carrément. Très bien. Ben, j'en profite pour faire un petit appel. Si vous avez déjà planté une microforêt chez vous, avec cette méthode-là et que vous avez envie de témoigner, bah, c'est avec grand plaisir qu'on vous donnera le micro, qu'on vous fera une petite interview. En tout cas, sachez que vous pouvez aider bah, votre prochain à planter la sienne. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est pas tout, puisque nous avons 2 autres pôles que nous sommes en train de très largement développer cette année. Le premier, c'est les pôles entreprises. Parce que c'est comme disait Cédric tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec des terrains, qui ont de la surface, qui en font pas grand-chose, qui n'ont rien de concret, qui ont bah, du budget et l'envie bah, de s'investir, d'investir dans des projets bah, qui aient du sens aujourd'hui, qui soient respectueux de l'environnement et de contribuer, de mettre la main à la pâte. Donc, mettre la main à la pâte quand on est particulier, c'est bien. Mettre la main à la pâte quand on est entreprise, ben, c'est souvent bah, plus de surface, plus de budget. Donc, c'est vraiment le top pour ça. Euh, donc pour ça, nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment même, donc là, toute cette semaine, on a rendez-vous avec pas mal de paysagistes. On est en train voilà, de former tout un pôle de paysagistes spécialisés que l'on va former, avec qui on va travailler. Donc là, je crois qu'on a rendez-vous avec une trentaine de paysagistes pour que, en fait, on puisse bah, avoir toutes ces personnes-là qui soient compétentes sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que bah, si on veut travailler avec des entreprises, nous avons besoin de main-d'œuvre et de professionnels. Donc, si vous connaissez des paysagistes, ben, donnez-nous leur contact ou donnez-leur notre contact. Et idem, si vous connaissez des chefs d'entreprise, si vous travaillez vous-même dans une entreprise, où vous sentez que vous avez la possibilité, ben, potentiellement de parler de ça, de parler de la possibilité de planter des microforêts, ben, pareil, mettez-nous en contact. On se fera un plaisir de discuter de tout ça. Voilà pour ça. Ensuite, en tout cas, on vous tiendra au courant de comment se développe ce pôle technique chez nous. Et puis même pour vous, particuliers, si vous avez des grandes surfaces, si vous souhaitez bah, déléguer toute la partie plantation, tout ce que vous n'avez pas envie de faire vous-même, et ben nous, on peut prendre en charge tout ça. Et donc le dernier pôle, c'est le pôle collectivité école. Il y a énormément, donc c'est ouais voilà, c'est toutes les écoles, les communes, etc. Il y a beaucoup de collectivités qui en ont l'envie aujourd'hui, mais qui n'ont pas la méthodologie. Donc, et moi, je trouve ça personnellement vraiment génial de planter ça, ce type de forêt dans une école, par exemple, parce que ça fait énormément de sens. Voilà, hein, et on est en plein dans une transition climatique bah, qu'il faut prendre à bras le corps. En tout cas, c'est ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et moi, je fais en sorte bah, d'y participer activement via mon métier, via Permaforest. Et je trouve que ben, c'est aussi notre rôle. Ou en tout cas, c'est ce que j'aimerais, moi, un monde où bah, les enfants sont aussi sensibilisés à ça, puisque ce sont les adultes de demain. Et pour moi, ça fait énormément de sens, bah, que ce soit en termes de pure activité, de planter une microforêt, parce que on peut passer par ce type de projet bah, dans quelque chose de très concret qui a vraiment du sens en termes d'éducation, mais aussi en termes bah, voilà, d'activité. Et c'est surtout que ce type de microforêt en particulier, c'est génialissime quand on est gamin parce que bah, c'est quelque chose où on va pouvoir bah, voir la forêt évoluer au fur et à mesure, puisque en 3 ans, bah, elle évolue déjà énormément. Donc encore une fois, petit appel pour vous, si vous voulez bah, vous investir plus ou moins avec nous. Si vous connaissez, bah, par exemple, des collectivités, des écoles, etc., qui seraient intéressées, pareil, mettez-nous en contact, nous, on peut organiser tout ça.
Voilà, donc tout ça, ça nous permet, bah, évidemment d'accumuler du budget puisque, nous nous faisons heureusement payer, pour tout ce qu'on fait. Alors pour à quoi sert cet argent? C'est, bah, déjà ça nous sert à nous faire vivre parce que, encore une fois, nous sommes 4 dans Permaforest aujourd'hui, mais on est amené à être beaucoup, beaucoup plus cette année. Et ça sert à assurer un contenu de qualité qui est gratuit en permanence. Ces conférences, là, aujourd'hui, ben, si on est capable de passer 2 heures avec vous en live de manière complètement gratuite, de vous donner accès à toutes ces ressources gratuites et de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de pub sur notre site internet, il y a pas de vente de vos données personnelles, on est transparent au max, bah, c'est grâce au fait qu'on puisse récupérer des budgets, via ces 3 pôles dont je vous ai parlé et pour qu'on puisse, ce budget-là, il puisse aussi également financer nos propres projets, permaforest. Donc nous, dans l'idée, on aimerait acheter des terrains, des friches industrielles à reboiser. Voilà, vous avez un petit peu toutes les infos sur qui on est et quels sont nos objectifs, pour cette année, pour 2025. Puisque, je vous et puis en tout cas, voilà, on va vraiment prendre part dans ce grand plan qui est en train de se préparer au niveau national puisqu'il y a 1 milliard d'arbres, je crois que c'est le plan, plantation de 1 milliard d'arbres d'ici De 2000 ouf. et nous comptons bien, ben, faire les choses nous, puisque, si on attend que ce soit fait à notre place, enfin en tout cas moi c'est pas ma manière de faire, c'est pas notre manière de faire avec Cédric. On essaye de faire un max de choses par nous-mêmes avec, bah, avec les moyens qu'on a. Voilà un petit peu pour, qui on est. Est-ce que ça vous botte? Est-ce que ça vous, tente, bah, de nous aider d'une manière ou d'une autre? Voilà, c'est vraiment à vous, chacun fait avec ses moyens Bien sûr. et voilà, je serais ravie d'avoir vos retours sur nos petits projets. Mmh, super, bah, merci. Magnifique. Je fais des voix de Ouais, c'est je comment vois. Après je d'AMR? Non, oh c'est là la là, voix oui, d'AMR, c'est ça? c'est ça. L'AS non, l'ASMR. L'ASMR? Non, je fais gratter des trucs et tout, pareil, c'est Oui, à la mode. Non, mais parce qu'à une certaine heure de la nuit, il faut reprendre une voix de présentateur télé du c'est soir, vrai. tranquille, avoir des choses un peu plus posées, voyez-vous. Sylvia, on travaille qu'en France effectivement, aujourd'hui, à l'heure Et on actuelle, mais on a l'intention de se développer non, d'ailleurs, c'est pas vrai du tout, je dis n'importe quoi! ah oui? On Mmh, ne travaille pas du tout qu'en France. On travaille principalement en France, ouais. mais non, non, bien sûr, on a planté des microforêts en Belgique, et on a quand même tout le Maghreb qui commence à Mmh, vraiment bien, bien, bien se développer. On a toujours, des gens de Casa. Salut Casa! ouais, c'est clair. Voilà. Donc non, non, on commence à bien se développer, mais c'est vrai que nos ressources principales, en tout cas notre énergie principalement est orientée vers la France et clairement on va aller à l'international très, très rapidement. Mais bon, tout en solidifiant, tout ce qu'on est en train de faire évidemment, on va pas aller trop vite. Voilà. Et ben voilà, tiens, je vais répondre à Sylvia, puis après je vais vous présenter la suite. Donc l'agenda des prochains webinaires se trouve en ligne. Eh bien non, en fait, on vous envoie les invitations par mail, tout simplement. Donc Donc ouvrez nos mails et vous aurez les invitations selon les sujets et tout ça. Comme ça, vous vous greffez, vous collez à la roue si un sujet vous convient ou vous venez pas si ça vous convient pas. Voilà. Je suis à Bruxelles. Bruxelles, en fait, on a le même bassin de plantation que le nord-est, comprenant le bassin des Ardennes belges. Le bassin des Ardennes françaises, le bassin des Ardennes belges, il peut être étendu jusque Bruxelles. Après, on n'est plus dans les mêmes bassins de plantation, ça change un petit peu. Mais jusque Bruxelles, on peut planter grâce à ça. Et ouais, c'est pas si loin Bruxelles. Magnifique, j'adore Bruxelles. J'y vais souvent là-bas. Hop, alors, on va aller faire un petit tour par ici. Alors, les nombreux bénéfices de la forêt, microforêt, on vous en a parlé. Régulation de température, la séquestration de CO2 à outrance. J'ai plus les chiffres en tête de séquestration annuelle d'une forêt de 100 mètres carrés, c'est colossal. Je les retrouverai d'ailleurs, il faut que je sois précis là-dessus. Là, je vous dirai une énormité, mais c'est colossal. Un îlot de biodiversité, on en a parlé. La production d'oxygène, ça va avec la séquestration de CO2. C'est la transformation que nous permettent les arbres. Le brise-vent, le brise-vent naturel, naturellement. Les bénéfices sont sociaux énormément. Alors, il est prouvé que rien que la vue de la verdure, donc de la nature, réduit le stress.
voilà. Mais là, vous aurez même pas de la vue, vous aurez votre micro-forêt, vous pourrez aller vous balader. Autant vous dire que là, quand on met un hamac une canopée dans un truc un peu dense, c'est vraiment très sympa. Le lien social se fera parce qu'il faudra aller trouver l'agriculteur du coin, il faudra aller trouver les élèves ou les copains qui vont nous piquer tous nos sous en bière et en barbecue après la plantation. Mais ça, c'est très très cool. Et surtout, on aura un lien et un lieu chez nous tout aussi atypique qu'utile et que d'éco-responsable. Et c'est vraiment hyper important. Ça a un vrai intérêt économique. Alors la production de nourriture est une chose, la réduction des frais d'entretien, je vous ai mis le tableau tout à l'heure, c'est une réalité absolue. Une prairie ou quelque chose de non planté en fait coûte vraiment cher en vrai de vrai. Le bénéfice économique ultime, celui auquel on ne pense pas, c'est la valorisation du foncier. Une maison en forester se revend mieux et plus cher en moyenne qu'une maison nue dans son terrain. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment très importantes à prendre en compte. Donc vous nous avez dit arbres, beaucoup, j'ai vu beaucoup d'arbres. Donc on va vous expliquer fauna. Fauna, c'est le nom du programme qu'on a donné pour forêt native. Oh ouais, c'était très simple à faire. Donc c'est la toute première et seule formation francophone autour des micro-forêts de type Miyawaki. C'est celle où on a référencé, et le travail a été fait, c'est un travail de ouf qui a été fait pour référencer justement les essences natives, qui est la complication unique finalement de cette méthodologie. Et nous, on a ultra simplifié, tout vulgarisé de fou. Donc c'est une méthode absolument pas à pas, on n'est que dans le concret. Alors on vous explique bien entendu les raisons, mais finalement on a presque fait le tour quasiment de la théorie aujourd'hui avec cette simple compétition coopération des espèces. Et après on rentre un peu plus dans le détail bien entendu dans la formation sur le pourquoi du comment ça a été trouvé, qui était le professeur Miyawaki, etc. Mais ça c'est important pour la compréhension. Ça va vous permettre de transmettre aux générations futures, à nos enfants. Moi j'ai un petit poulet qui a 10 ans. C'est quand même très très cool de lui dire regarde, notre forêt elle a 3 ans, et ben quand tu auras 20 ans, tu auras tous tes arbres, ils seront immenses et tout ça, et au moins on aura un leg sur une meilleure planète que ce qu'elle est aujourd'hui tout simplement. Vous allez pouvoir créer votre première micro-forêt dans des parfaites conditions, clairement parfaites conditions, parce que vous n'aurez pas aucune erreur de fait et vous aurez tout pour de A à Z réussir votre projet de micro-forêt, clairement. Elle sera réussie à la fin, c'est la garantie, parce que vous aurez suivi tout simplement les choses pas à pas, très simplement. À chaque fois, c'est tout en vidéo, en document, en texte. Vous avez vraiment tout pour bien faire. Vous êtes pris par la main de A à Z. Donc, vous aurez, pour ceux qui mettront des fruitiers, le plaisir de cueillir des fruits de qualité. Moi, j'ai mis un peu de fruitiers, pas forcément pour les cueillir, mais pour les laisser aussi aux animaux et tout ça. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est la faune. Dans un coin, voilà, moi, je suis vraiment dans un coin de campagne. On a déjà beaucoup de faune, mais ce qui est très sympa, c'est de les avoir, de leur permettre d'avoir de quoi se réfugier, se nourrir, etc. Donc ça, moi, je trouve ça très cool. Ce que vous recevrez donc en rejoignant la formation, c'est très très simple. C'est un accès en ligne 7 jours sur 7 à vie. 24 heures sur 24, bien entendu. Donc, la méthode dont je viens de vous décrire à peu près les choses, je vais aller un tout petit peu plus loin juste après, et l'accès à tous les outils pour devenir créateur et créatrice. Donc, l'outil ultime qui va vous suivre en fil rouge le long de la formation, c'est ce tableur ultra, ultra complet. En plus, il est extrêmement bien fait parce que il n'est pas austère comme un tableur habituel. On l'a looké, si vous voulez. Donc, ça se passe en simplement 5 modules. Le premier qui est la méthode Miyawaki. En réalité, il y a même un module 0 pour vous présenter comment va fonctionner la formation. Le module 2, c'est la conception de la forêt, bien entendu. Donc, toute la conception, le plan, le choix des essences, l'étape de conception, elle est vraiment cruciale et c'est la grosse partie. La préparation du terrain, ça c'est plutôt très cool. Donc, l'analyse de sol, on l'a faite ici et là, on va préparer notre terrain. Donc, on vous explique tout en vidéo, depuis l'usage de la pelle ou pas, etc., etc. Le module 4 qui est dédié à l'approvisionnement et aux plantations. On a déjà pas mal parlé de ça aujourd'hui. Vous avez ici dans la conception tout le tableur que je vous ai montré tout à l'heure avec le fait de budgéter votre forêt, hein, donc tout compris, vous aurez tous les outils. Et puis le module 5, le moment très très cool, le suivi et l'entretien. Donc là, vous verrez qu'on vous prend encore une fois par la main pour vous expliquer quel entretien faire dans la première année,
comment on suit, qu'est-ce qu'on doit regarder, comment on doit le regarder. Donc c'est vraiment ultra complet, on ne peut pas se tromper. Voilà, tout simplement, on ne peut pas se tromper. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la conception de la forêt, c'est une étape très importante. Donc là, on rentre dans les détails le plus possible. À chaque fois que vous avez un document comme celui-ci, tout est détaillé, construit, co-construit avec vous. Donc c'est vraiment ultra simple à la fin et ultra simplifié. Une fois que vous aurez suivi la formation, vous êtes un expert en microforêt. Voilà, c'est le niveau que vous aurez. Et pourtant, vous verrez que ça arrivera, on aboutira à ça très facilement, très tranquillement. La préparation du terrain, on en a parlé un petit peu, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Et vous voyez que finalement, souvent, quand on parle du budget, on parle de la préparation du terrain, parce que c'est l'étape qui peut faire peur. Oui, mais si je dois mettre 600 kilos, tu te rends pas compte, 900 kilos, presque une tonne d'amendement, ça va me coûter les yeux de la tête. Bah non, en fait, ça va coûter 80 balles. Ah, ok. Donc, c'est vraiment pas grand-chose tout ça. Le tout est que, en plus, on peut, en participant et en faisant participer les autres, encore réduire un maximum les coûts. Encore une fois, le problème, c'est la bière à la fin, hein, c'est rarement le reste. L'approvisionnement, les plantations, on en a parlé pas mal tout à l'heure, le suivi, l'entretien, donc vous avez toutes vos courbes de croissance et tout ça est réuni encore une fois dans le tableur qui vous suit complètement. Donc vous aurez toute votre microforêt depuis les premiers pas jusqu'à la fin de l'entretien dans un seul endroit unique que vous pourrez retrouver et réutiliser pour la prochaine et pour les prochaines, on vous le souhaite hein, d'ailleurs, clairement, c'est très cool. Donc tout ce que vous allez recevoir, c'est très simple. On a rajouté à l'intérieur de la formation un forum où vous pourrez poser toutes vos questions précises. On répond à tout, on est joignable par mail ou on répond toujours à tout. Moi, je réponds une fois par semaine absolument à tout. Donc des fois, c'est vrai que si vous posez une question le mardi et que la réponse ce sera le lundi, il faudra patienter un tout petit peu. Alors je réponds dans la semaine aussi, mais le lundi, de toute façon, c'est dédié à ça. Et bien sûr, si dans la semaine, il y a beaucoup de questions, j'y réponds, mais des fois, j'ai pas forcément le temps. Vous avez l'inventaire exclusif des essences indigènes. Donc ça, c'est tout ce travail qui a été fait incroyable, qu'on a mis dans le tableur, donc on a appelé le planteur. Donc ça, c'est l'outil ultime en fait. Hein. C'est vraiment, sinon, faut aller vous balader en forêt, comprendre, chercher. C'est un travail de fouine qui est super super compliqué en réalité. Nous, on vous a tout simplifié. Donc ce planteur par bassin de plantation, c'est vraiment le truc le plus précieux en plus de la formation qu'on puisse mettre. On n'envisageait pas cette formation sans vous faciliter l'existence avec ça un maximum parce que sinon, on aurait eu beaucoup de gens qui abandonneraient, et à raison hein, d'ailleurs. Or, aujourd'hui, on n'a pas d'abandon quasiment dans la formation, et donc ça, c'est très très cool. Donc ça, c'est tout fait. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez en fait à l'intérieur du tableur toutes les fiches qui sont déjà intégrées avec toutes les essences possibles. Donc pour le bassin parisien Nord, par exemple, si vous êtes ici, dans votre zone de plantation, eh bien, vous êtes concerné par ça. Vous avez tout, les expositions, on vous détaille tout, chaque colonne. En fait, on construit une partie du tableau avec vous pendant la formation pour vous expliquer pourquoi on met le lion scientifique en premier. C'est pas pour faire joli en réalité, c'est pas pour faire sachant non plus, bien entendu. Pourquoi on utilise le nom commun également. Pourquoi on va détailler les différents types de feuillage, etc., etc., etc. Et tout ça est vraiment entièrement co-construit avec vous pour que à la fin vous puissiez être capable de piger en un clin d'œil ce tableur. La répartition également des catégories et des hauteurs, finalement, va se faire en semi-automatique. Ça, c'est canon, hein, parce que je vous raconte pas, sinon les heures qu'on passait pour mettre nos catégories, nos hauteurs, nos strates, etc., etc. Ça, c'était vraiment un boulot qui prenait des heures. Aujourd'hui, c'est quelques minutes et 3 clics et demi. Donc, quand on met 1 heure, c'est vraiment le bout du monde et qu'on veut affiner vraiment le projet en disant « Ah mince, j'aimerais bien mettre ça quand même », etc. Donc, voilà. Tout ça, vous aurez du coup l'occasion d'adapter votre forêt à ce dont vous avez envie. Est-ce que vous voulez une forêt persistante et vous occupez de plus de rien? Est-ce que vous voulez faire du médicinal? Ça se fait beaucoup en ce moment. Moi, c'est très très cool. Et j'espère pouvoir planter une forêt à usage médicinal très 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 vite. Parce que je trouve ça fascinant justement de retrouver ces connaissances-là. Moi, je suis mes grands-parents étaient agriculteurs et donc très très campagnards au fin fond de la Bretagne. Ils connaissaient tout par cœur. Moi, je suis toujours épaté des connaissances que moi je n'ai pas eu avec eux suffisamment, je trouve. Et voilà. Et donc, ce sera l'occasion vraiment de retrouver un tout petit peu ça, tout bêtement, quoi. Donc, des connaissances en forêt, oui, j'en ai. Le médicinal pour aller le cueillir, le planter, le sécher, le décocter, etc. Je trouve ça passionnant et fascinant. Donc voilà, c'est faisable, sachez-le en tout cas. Vous avez l'inventaire exclusif des essences indigènes, donc ça c'est vraiment énormissime, c'est un gain de temps de ouf, c'est ce qui vous garantit la réussite de toute façon, clairement.
Et puis vous aurez l'étude de cas concrète d'une microforêt qui va nous suivre tout du long de la formation, depuis son étude jusqu'à sa formation. Comme ça, on a un cas concret qui vous suit tout le long de la formation, et ainsi vous pouvez à la fois faire la vôtre et comparer également les étapes, ce qui est vraiment hyper important en fait pour être sûr qu'on fait bien en fait. Le gestionnaire de plantation automatisé, je vous le disais, c'est vraiment l'outil ultime de tout. Et même ce gestionnaire-là, on vous a fait un tutoriel vidéo. Alors le tutoriel, il dure quasiment une demi-heure pour vraiment que vous puissiez ne pas vous planter. Vous voyez ici, on a le diagramme justement d'analyse du sol et de quoi utiliser pour amender. Donc ça tient en une fiche et une explication d'une vingtaine de minutes pour que, non pas que ce soit long à expliquer, parce qu'en fait, c'est des outils qu'on comprend instantanément, mais nous, on aime bien en fait que vous repartiez de là avec des connaissances qui sont réplicables et utilisables et explicables à d'autres. Donc, quand on sait vraiment quelque chose, c'est qu'on sait l'expliquer. Et donc, c'est vraiment le cas dans lequel vous serez à la fin. Donc, les 7 étapes, on les a déjà vues. Je vais récapituler tout ça. Donc...